de nuevo a todas y a todos. Es un placer para nosotras daros la bienvenida a este evento que, como habréis constatado en el programa, contará con intervenciones tanto en francés como en español. Je me permets de m'adresser brièvement en français à notre invitée d'honneur, Madame Geneviève Fraisse, afin de la remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Au nom de l'Université de Valladolid, je vous souhaite la bienvenue et je tiens à vous remercier d'avoir enrichi nos vies académiques et personnelles avec vos recherches. Como señalé anteriormente, este Congreso Internacional Representación de la Violencia faite aux femmes dans les arts o Representaciones de la Violencia de Género en las Artes, en español, surge exactamente hace un año y cedo ahora la palabra a mi compañera Laura Catalá, quien comenzará a explicaros el marco teórico de este Congreso. Buenos días, muchas gracias, Claudia. Bien, yo voy a tratar de responder a la pregunta ¿por qué nace este Congreso? Me gustaría empezar con una de las bases del pensamiento de la filósofa Amelia Valcárcel, que podría y puede servirnos de casilla de salida para lo que tenemos por delante durante los próximos 3 días. La ética feminista. ¿Cómo definir este concepto? ¿Qué es la ética feminista? O dicho de otro modo, ¿qué es el feminismo? ¿Qué nos mueve a estar hoy aquí? Para esa gran pensadora, el feminismo es justamente eso, una ética intelectualmente concebida como un pensamiento general de libertad y, en consecuencia, un elemento civilizatorio. El feminismo, según Amelia Valcárcel, es una moral universalista que atraviesa toda forma política y todo ámbito privado. Las éticas son individuales a pesar de sus argumentos sean universales, sí, pero, y cito, este individualismo no alcanza, sin embargo, al individualismo epistemológico. Y por eso estamos aquí, porque esta ética universal de igualdad y de libertad no surge de manera natural, sino que necesita, por extraño que parezca, de discusión y de epistemología. Porque, como también dice Celia Morós, entender, discutir y generar teoría nos permite ver, reconocer y, esperemos, esto ya es mío, reconducir el curso de las cosas. Reunirnos hoy aquí nos sitúa en el camino de comprender lo que Maurice Godelier, posteriormente Nicole Claude Mathieu y también Geneviève Fraisse, que hoy nos acompaña, establecen y analizan cómo el consentimiento de los dominados, o si bien en este caso estaríamos hablando de las dominadas. ¿Cuántas veces hemos dado las cosas por sentadas? O lo que es lo mismo, ¿por qué a pesar de contar con una vasta genealogía del feminismo, entendiendo este como una ética universal, seguimos topándonos con muros a la hora de inculcar este pensamiento universal de libertad y de igualdad? ¿Cuántas veces nos encontramos con circunstancias o pretextos, percances, que no habíamos visto antes y de repente, ¡pum!, están ahí delante y nos preguntamos, ¿pero esto siempre ha sido así? ¿Desde cuándo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no me había dado cuenta? Geneviève Fraisse, filósofa del feminismo internacional, a la que daremos paso en unos minutos, advierte de que el sexismo es principalmente un estado de descalificación de las mujeres. Esta descalificación, sistémica podríamos incluso decir, viene propiciada por ese consentimiento de la dominada, entendiéndose casi como un statu quo acontecido en lo femenino. Pero, ¿por qué? Y esa es la pregunta. Porque la violencia masculina se convierte en una estrategia simbólica, ideológica y social que impide desarrollar una subjetividad consciente y lúcida que permita leer y reconocer la dominación, admitir esa descalificación. Esta violencia masculina simbólica se genera y se retroalimenta desde la intervención de una serie de representaciones compartidas, asumidas por las dominadas, en este caso, y dominantes, sobre la necesidad o, digamos, la naturalidad de esta sumisión. Y en ese sentido, el ámbito artístico nos ha parecido un terreno tristemente prolífico en este tipo de violencias simbólicas y no tan simbólicas, que mantienen en un estado de desigualdad y de sumisión a las mujeres, pero que también supone una vía para la emancipación y la generación de epistemología feminista. Y por eso estamos hoy aquí. Este proyecto tiene como objetivo realizar un estudio analítico e interdisciplinar de las diferentes representaciones y manifestaciones de la violencia de género en las artes. Para ello contamos con un grupo de investigadoras de diversos ámbitos, lo que nos permite estudiar la cuestión desde perspectivas plurales y enriquecedoras: filosofía, estudios de género, teoría de la literatura, historia del arte. En ese sentido, creemos firmemente en la importancia divulgativa de nuestro proyecto
que sin descuidar nuestra labor investigadora pretenda alcanzar un público joven para así contribuir a la sensibilización de la perspectiva de género y de los logros y aportaciones de las mujeres, artistas o no, a nuestra sociedad con la intención de promover una imagen no estereotipada de las mujeres y del feminismo. Pero no debemos olvidar que los trabajos y el discurso científico no deberían disociarse del discurso social. Por ello, este congreso se ha concebido como un espacio de intercambio en el que poder preguntar y responder por parte del público asistente al discurso analítico y teórico de las y los especialistas, porque todos y todas debemos ser parte de la construcción epistemológica del feminismo universal. Para ello, quisimos desempeñar nuestra labor divulgativa organizando talleres colaborativos con alumnado y profesionales, psicólogas, teóricas, trabajadoras sociales, docentes, que nos permitieran trabajar en torno a las representaciones de la violencia de género en las artes y de la violencia contra las mujeres en general, para arrojar así un halo de luz actualizado sobre las interpretaciones de ciertas obras y de las conductas derivadas de estas interpretaciones, para así contribuir a la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Si el lugar de las mujeres en la historia del arte se ha relegado al olvido, no es de extrañar que lo mismo haya sucedido en la historia del arte, que dedica incontables libros casi exclusivamente a artistas masculinos, llegando incluso a usurpar el estatus de fundadoras de las corrientes artísticas a las propias mujeres. Las mujeres, tradicionalmente, hemos asumido posiciones atribuidas de musas, de compañeras, cuando no de simples objetos sobre los que establecer la moral masculina, entendida por otra parte como un constructo de la civilización moderna. Mujeres desnudas, pasivas, entregadas, obedientes, complacientes, perturbadas, ninfómanas, maníacas, enfermas, eróticas, sea como fuere, nunca falla, somos concebidas para ser observadas y consumidas por una mirada masculina que nos priva de nuestras identidades de sujeto. De acuerdo con esto, el objetivo de este congreso es realizar un estudio de la situación actual en la creación artística, tanto en lengua francesa como en lengua española, que nos permita, por un lado, analizar a qué distancia nos encontramos en lo que acabamos de expresar, ilustrado por la civilización heteropatriarcal como algo puramente anecdótico, al tiempo que abrimos un lugar de reflexión sobre posibles estrategias igualitarias, de emancipación y de reparación en el campo artístico, aplicables, por ende, al marco general comunitario. Cada vez son más las investigaciones científicas que velan por devolver a las mujeres artistas el lugar que les corresponde frente a una histórica invisibilización que, acompañada de una violenta cruzada de descualificación, se traduce inevitablemente en la construcción de un síndrome del impostor al que más bien deberíamos referirnos exclusivamente en femenino. Sobre él reflexionaremos adoptando la metodología de Cynthia Fleury, filósofa francesa, en su ensayo de 2020, Sigil la mer, donde defiende que es imposible pasar el luto de una injusticia y que el único camino hacia la aceptación del dolor pasa por la creación. En este sentido, el arte constituiría una vía de salvación para todas aquellas voces de mujeres que han trabajado y trabajan para grabar sus nombres en la historia universal. A través del estudio de diferentes obras de arte, pictóricas, pero también teóricas y literarias, pretendemos realizar un estudio de estado de la cuestión con un enfoque contemporáneo y transversal, capaz de otorgarnos datos rigurosos sobre el estado de la violencia tradicionalmente y por tradición, que nadie piense aquí que no concierne a los tiempos que corren, ejercida sobre las mujeres en el ámbito artístico. Pretendemos con ello establecer una base teórica de los estudios de género más actuales y contrastados, analizados por académicas de reputación y prestigio internacional en la materia, a través de lazos que unan arte, práctica y teoría. La violencia experimentada por las mujeres en las artes no solo afecta al artista, sino que la objetivación, sexualización e incluso animalización de lo femenino como objeto de la obra interfiere de forma activa en el imaginario colectivo que termina por definir los comportamientos sociales. Analizar dicha violencia sobre el sujeto y el objeto femenino en las artes es fundamental para concretizar los principios orientadores de la igualdad de género que actualmente guían las políticas jurídicas, económicas y sociales de España y de Europa. Asimismo, nuestra atención se centra en devolver a las artistas mujeres la visibilización que les fue y les es arrebatada, arrancarlas del estigma, de la mística impuesta y de lo anecdótico. Durante estos 3 días queremos denunciar el agravio y visibilizar el lugar legítimo del que fueron desechadas, porque ellas son las voces insumisas, la fuente de inspiración en la senda de la emancipación y el reconocimiento necesario para una igualdad no solo formal, sino real de derechos. Por último, nos gustaría explicar brevemente qué nos ha motivado a elegir la imagen de este congreso, con la que esperamos invitar a la reflexión.
En la imagen vemos a Eve Babbitt, escritora y artista estadounidense, que en el momento en que se tomó la fotografía tenía 20 años. Vemos también a Marcel Duchamp, artista y ajedrecista francés, 44 años mayor que ella. El autor de la imagen es Julian Wasser, 10 años mayor que Eve. El contexto de creación de la imagen es terriblemente violento, pues Wasser le propone a Babbitt participar en la sesión de fotos cuando ella había bebido unas cuantas copas de vino. A menudo se define la imagen como un juego de amor, venganza y vino tinto, dado que Babbitt quería vengarse del director del museo en el que se tomaron las fotos, que era, por otra parte, su expareja, y que la había ignorado al no invitarla a la fiesta preinaugural de la exposición del Museo de Arte de Pasadena en 1963. Cuando acude a la inauguración, a la que habían sido invitados sus padres, pero no ella, a Julian Wasser se le ocurre hacerle fotos jugando al ajedrez desnuda con Marcel Duchamp. Y creemos que no hay nada mejor que las declaraciones de la propia Eve Babbitt en una entrevista para comenzar con nuestra reflexión sobre la violencia que el arte ha ejercido históricamente contra las mujeres. La cito a ella. Tuve que fingir que era mucho más audaz de lo que realmente era. Todo parecía posible por el arte, sobre todo después de tanto vino tinto. El único problema era que había estado tomando píldoras anticonceptivas y me sentía hinchada. Nunca me había quitado la ropa en público, y mucho menos en un museo a las 9 de la mañana. El museo estaba frío y Marcel Duchamp llegó trajeado con sombrero de paja, solo. Yo salí de mi casa vestida con rigurosidad de monja. Al ver a Marcel me sentí invadida de dulzura frente a ese anciano lleno de historia, pero sin futuro. Cuando llegó el momento de empezar, me quité la bata y me senté rápidamente. Yo tenía más juventud y belleza, pero él tenía el cerebro de su lado. La partida ni siquiera había comenzado y yo ya había perdido. Me sentí estúpida. Sentía náuseas y estaba molesta, pues había creído que tenía una oportunidad de ganar por mis tetas. Cuando durante la sesión el director del museo me vio desnuda, abrió la boca y se le cayó el chicle. Y todo valió la pena porque se le cayó el chicle. En este relato de Eve Babbitt vemos cómo la tiranía estética hace que se sienta incómoda y crea que su única valía reside en su juventud, en su belleza, en su cuerpo. Constatamos cómo el todo por el arte se convierte en un todo por la venganza, al que la empuja el amor romántico. Apreciamos el pudor de una joven que se apresura a sentarse para exponer su cuerpo desnudo lo menos posible. Una joven infantilizada a la que recogen en su casa mientras Marcel Duchamp llega solo. A las relaciones de poder debidas a la diferencia de edad entre los protagonistas de la imagen se suman el estatus y la vestimenta, un museo vacío y frío en el que ella debe jugar desnuda mientras que él podría estar más tapado. Mientras él no podría estar más tapado. La misma imagen con los roles invertidos sería inconcebible en cualquier imaginario social. Por otro lado, resulta obvio el rol tanto social como artístico y político que juega el cuerpo de la mujer, su desnudez. Él aparece vestido, mientras que ella se torna en objeto de la imagen. Casi podríamos verla como una pieza más del tablero de ajedrez en manos del artista. Las fotografías se hicieron muy famosas, o como diríamos hoy, virales, y cuando el MoMA quiso exponer una de las fotos, Babbitt eligió una en la que no se le viese la cara, pues decía que le gustaba la idea de ser eternamente inmortal sin que nadie supiera que era ella, excepto sus amigos. Nosotras pensamos que quizás esa supuesta libre elección no lo fue tanto. Como dijo el propio Marcel Duchamp, son los espectadores los que hacen la imagen y nosotras, espectadoras, buscamos aquí deconstruirlas o construirlas, como les explicará Geneviève Fraisse más tarde. Y sin más dilación, damos paso a nuestra ponente inaugural, la filósofa del feminismo, Geneviève Fraisse. Encore une fois, on ne peut pas s'empêcher de remercier Madame Fraisse, car c'est vraiment un privilège de compter avec vous ce jour parmi nous. Je la présente brièvement. Geneviève Fraisse est philosophe, directrice de recherche émérite de CNRS, CREAL et HESS. Elle travaille sur l'épistémologie politique de la pensée féministe, généalogie de la démocratie, concept de l'émancipation citoyenne et artistique et problématisation de l'objet sexe-genre. Como publicaciones recientes podríamos citar La sexuation du monde, réflexion sur l'émancipation de 2016, La suite de l'histoire, actrice, créatrice 2019, Féminisme et philosophie 2020 et Le féminisme, ça pense 2023, que je recommande fortement. Varios de esos libros han sido traducidos al castellano y publicados por Cátedra en la colección Feminismos, como Musa de la razón, democracia, exclusiva diferencia de los sexos,
que también recomiendo muchísimo, y ha sido codirectora del 4º volumen Histoire de Femmes, que también ha sido traducido en muchísimos idiomas, publicado en los años 90, y entre ellos, por supuesto, el castellano, y que también invito a consultar. Y ahora sí, Geneviève, je vous laisse la parole. Est-ce que c'est allumé? Oui, merci. Bon, quand j'ai vu le programme, d'abord je voudrais vous remercier parce que nous offrir cette image de Marcel Duchamp est une chance, je trouve, pour représenter toutes les questions qui peuvent se poser. Ça, c'est la première chose. Donc je remercie Claudia et Laura de m'avoir invitée. Et après, quand j'ai vu le programme, j'ai tout de suite dit à Laura, mais c'est sur les violences, moi je travaille sur l'émancipation. Qu'est-ce que je viens faire là? Alors elle a insisté, elle a dit si. Donc je m'autorise non pas à parler, ça vient d'être cité par Claudia, de déconstruction, mais de construction. C'est toute l'histoire d'un choix que nous avons fait à plusieurs, il y a maintenant une 50aine d'années, qui est de travailler sur l'émancipation et pas sur la domination. Avec cette critique fondamentale, qui était notamment liée à la sociologie et à l'empire de Pierre Bourdieu, qui était évidemment un personnage central de la sociologie à ce moment-là, qui était que finalement, quand on analysait la domination, on allait recevoir l'émancipation en conclusion de l'analyse de la domination. Eh bien, nous avons fait le choix, notamment autour de Jacques Rancière, avec qui j'ai cofondé une revue qui s'appelait Révolte Logique en 1975, d'être du côté, donc justement, du féminisme sapence. Et par exemple, pour moi, les autres avaient d'autres sujets qui n'étaient pas liés au féminisme, mais c'est pour montrer comment, alors vis-à-vis de justement des analyses de la domination, je vais y venir aussi, on est amené à faire ce qui n'était pas attendu, à savoir que c'est compliqué de travailler sur les discours de l'émancipation. On croyait en faire une sorte, vous voyez, de slogan, d'idéologie, d'alternative sûre et certaine, etc. Et nous, on est parti, en fait, de la contradiction, de ce que j'ai appelé à l'époque l'axe des contradictions, et que finalement, je vais mettre en pratique toute ma vie, mais c'est-à-dire de voir comment, finalement, l'analyse des contradictions qu'il y a dans l'émancipation permet à la fois d'identifier les obstacles de la domination et en même temps de mesurer les espaces qui sont donnés aux pratiques, soit de subversion, soit d'inclusion. Il y a tout un panel, évidemment, de possibilités. Alors, quand j'ai le féminisme sapence, point d'exclamation, l'autre jour, j'étais présentée et ça donnait le féminisme sapence, point d'interrogation. Donc, j'ai assisté à ce type de lapsus. Et l'autre lapsus étant aussi venant sociologie, le féminisme, ça se pense. Qui pense? Il ne peut pas penser tout seul, quoi. Donc, vous voyez, c'est cette position de se mettre du côté du sujet parlant qui a quelque chose à dire, et peut-être que ce quelque chose à dire touche au concept, c'est-à-dire à la pensée. Telle a été l'ambition et le pari que j'ai fait. Et Laura en a donné un exemple à propos du mot sexisme. Ça m'a profondément agacé, c'est en train de changer, que ce mot-là, y compris dans définition de dictionnaire ou de textes internationaux, soit relié à discrimination. Or, discrimination est un néologisme de 1877, français notamment, pour dire discriminen, il y en a encore qui ont fait du latin peut-être ici, séparer en jugeant. C'est-à-dire que ça, c'est la République. C'est-à-dire comment on va faire des séparations pour maintenir une organisation sociale hiérarchique. Et on connaît la discrimination faite aux femmes de mille et une façons dans les arts et en dehors des arts. Or, ça me semblait complètement raté. Là encore, pour qu'on emploie les bons termes pour l'émancipation, puisqu'au fond, tout simplement, le sexisme traverse les siècles. C'est donc pas une histoire de démocratie. C'est bien plus grave que la démocratie, si je puis dire. Et en fait, celui qui me donne la solution, c'est Aristote. C'est-à-dire, le sexisme, c'est quelqu'un qui n'est pas de la même qualité que vous. Alors, ça sera vrai pour racisme, ça sera vrai pour agisme, pour d'autres choses. Donc, c'est une question de qualité. Donc, si vous n'êtes pas de la même qualité, alors vous pourrez être discriminé.
Mais déjà, donc voilà, c'était juste une petite introduction pour dire sapant, ça veut dire ça, c'est-à-dire comment on va trouver les mots justes pour pouvoir identifier les espaces d'un changement possible. Si on met que sexisme égale discrimination, on va dire bon, bah alors il faut lutter contre les discriminations. Mais si on dit sexisme, c'est disqualification, à ce moment-là, il faut voir comment on manipule la qualité pour des démarches émancipatrices. Donc, donc c'est pour ça, je vous donne un exemple, qu'on se trouve nécessairement pris par ce que j'appelle les axes des contradictions, en tout cas un espace de réflexion qui ne fait que s'élargir quand on travaille sur l'émancipation. Alors, vous savez bien que dans le féminisme, ça pense, si je mets un point d'exclamation, c'est parce qu'on nous a toujours dit qu'on ne pensait pas. Hein, c'est-à-dire qu'on était hystérique, qu'on était mal baisé, qu'on était, bref, qu'on n'était pas en état d'avoir un discours rationnel, raisonnable, etc. etc. Donc, moi, j'ai fait le pari contraire dès le début, c'est-à-dire de penser que ça s'organisait comme tel. Par exemple, j'avais pris pour ces axes de contradiction quelque chose qui m'a touché beaucoup, c'est la révolution de 1848. La révolution de 1848 en France, et notamment à Paris, donne pendant quelques mois la possibilité à des femmes de publier un quasi-quotidien, La Voix des femmes. Alors moi, sortant de 1968, où il n'y avait pas, à la Sorbonne même, où il n'y avait pas de mouvement féministe, j'ai pas compris comment 100 ans avant, 120 ans avant, on pouvait avoir cette possibilité-là. Or, cette possibilité de faire ce journal, c'était deux choses. D'une part, c'est l'héritage des Saint-Simoniens, donc un héritage des utopistes des années 30, hein, de Saint-Simon à Fourier, et en passant par plusieurs autres. Et aussi, ça montrait comment elles allaient faire compte tenu de ce qu'elles avaient compris des 20 années qui leur précédaient. Et elles se sont mis à faire ce que j'ai appelé du moralisme, c'est-à-dire elles disaient, bon, mais vous savez, nous serons très sages. On va être les ménagères de l'État. Hein, on veut aller dans la vie publique, mais rassurez-vous, on sera... Et donc, je réfléchissais à ça, parce qu'en même temps, leurs propos étaient incroyablement radicaux, mais elles faisaient de la stratégie. Et c'est ça qui a commencé aussi à m'intéresser d'abord, c'est qu'au fond, repérer dans les discours féministes ce qui relève de la stratégie. Donc, pas seulement en faire un cri, une expression, là encore, qui réduirait à un instant ce qui se passe dans la pensée féministe, mais notamment, cette stratégie, elles l'ont construite. Et voilà, c'est là que je trouvais intéressant de voir comment on agissait. C'était pas dialectique, c'est pas je veux, à part. Je parle de ça à cause de la démocratie exclusive, qui est le titre que j'avais donné à mon livre important pour moi, au lendemain de la Révolution française, Muse la raison, donc Cathédra a publié tout de suite, là, il y a maintenant une bonne trentaine d'années. Mais c'était au fond de montrer que l'inclusion, qu'on n'allait pas faire des choses comme l'inclusion toute simple, quoi. Et là, c'est là où il faut, et ça peut être polémique, même si ça ne le paraît pas, c'est que pour ça, pour trouver la pensée féministe, c'est-à-dire analyser l'émancipation, il faut passer par les deux principes de la démocratie, à savoir l'égalité et la liberté, et voir comment ça fonctionne. C'est vachement intéressant, si je puis me permettre, et à tel point que j'ai nommé l'égalité. Là, je vais sortir un recueil de textes bientôt, et le sous-titre, c'est sur logiciens et logiciennes de l'égalité. L'égalité implique la logique. Et ça, depuis le XVIIe siècle, depuis Poulain de la Barre, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIIe siècle, où il écrit ce texte absolument superbe de l'égalité des sexes, où il est logique. Si on fait ça, on doit pouvoir faire ça. Si on doit pouvoir faire ça, on doit pouvoir faire ça. Vous voyez que la logique, c'est pas simple. Prenons l'exemple récent des femmes iraniennes. Il n'y a pas de logique. On leur permet de faire des études supérieures, mais elles n'auront pas de travail. Et c'est quand même une des grandes causes de ce qui vient de se passer dans leur rébellion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique possible si à la fois on leur permet d'accéder à un pouvoir de la raison, et en même temps, ça ne se traduira pas dans le grand ménage mal administré de l'État, comme disait Jeanne de Rouen en 1848. Donc l'égalité suppose la logique, et depuis peu de temps, d'aller jusqu'au bout de la logique. Vous savez, par exemple, Poulain de la Barre, même quand il est lu, il est très peu lu jusqu'à
jusqu'à ce que Michel Serres le réédite en 1984, très peu lu pendant 2 siècles, mais chaque fois c'est parce qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter en chemin dans la pensée de l'égalité. Donc si on utilise les principes de la démocratie, qui nous servent de lecteurs, sur l'égalité, c'est assez simple, puisque c'est la logique, mais en gros, par exemple, Poulain de la Barre, il dit une femme pourrait être générale d'armée. On est en 1773. Mais ça sera effectivement pas audible, même pour des commentateurs du 19e et du 20e. Donc comment il faut toujours revenir en arrière. Et puis le deuxième principe, comme vous le savez, c'est la liberté. Mais avec la liberté, c'est beaucoup plus compliqué, parce que la liberté n'a pas la clarté et le développement logique de l'égalité. Parce que la liberté, c'est bien et c'est pas bien. Il y a la bonne et la mauvaise liberté. Et ça, on le sait aussi depuis le saint-simonisme, puisqu'elles avaient commencé, les femmes saint-simoniennes, en 1830, par intituler leur journal « La femme libre », et que non, ça a suscité suffisamment de scandale pour que ça devienne la tribune des femmes. Mais pourquoi pas la tribune? C'est aussi rentrer dans l'espace public. Mais la liberté, et on vient de le voir avec ce qu'on a fait, nous, en France, à propos de la constitutionnalisation du droit à l'avortement, parce que c'est pas droit qui est passé, mais liberté. Et c'est extrêmement important. Je vais vous dire pourquoi, bien que les juristes rassurés dans une discussion que j'ai eue récente, c'est que constitutionnaliser la liberté d'avortement, vous savez ce que c'est que la définition de la liberté, article 4 de la Déclaration des droits de l'homme? Ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Si le fœtus est un autrui, ma liberté s'arrêtera devant le fœtus. Donc, moi, c'est exactement ça qui fait problème avec la liberté, c'est qu'elle peut être utilisée de manière ambivalente. Donc, ça, ces 2 principes nous servent. L'un est sûr par sa logique même, l'autre est très compliqué, tout en étant absolument nécessaire. Mais on sait que pour être libre, l'égalité peut être une condition de la liberté, justement. Donc c'est formidable, la liberté. Je ne suis pas en train de vouloir en dire du mal, mais juste de dire qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qui peut se passer avec ce deuxième principe, du point de vue du droit des femmes ou de l'égalité sexe-genre. Moi, je garde néanmoins donc cette égalité comme opérateur. Ça veut dire qu'avec l'égalité, je vais lire. Je prends un exemple que j'ai souvent pris. Un jour, j'entends à la radio raconter l'histoire de la famille depuis 2 siècles, etc., par 2 historiens chevronnés. Et puis, je me dis, mais pas un seul moment, ils ont posé la question de savoir comment avait bougé l'histoire des femmes pendant ces 2 siècles. Accès à l'instruction, accès à la profession, garde des enfants même tout petits, ou je sais pas quoi, plein de choses comme ça. Entrer dans l'espace public, traduire Darwin, comme a fait une femme sur laquelle j'ai écrit un livre, Clémence Royer, à peine après la publication de l'origine des espèces, etc., etc. Et en fait, c'est pour ça que l'égalité est un opérateur. L'égalité sexe-genre est un opérateur, c'est-à-dire je vais lire ce qu'on me raconte avec ça. Parce qu'en démocratie, dans l'ère démocratique, c'est-à-dire ces 2 derniers siècles. Donc voilà, ça c'est pour clore sur la question de la démocratie. Alors après, qu'est-ce qu'on fait quand on décide que ça pense, qu'on sait que ça pense, qu'on est comme ça rentré dans un espace qui n'est pas un espace éthique, qui est un espace politique. C'est pour ça que je parle de démocratie. C'est nécessairement un espace politique, même quand on va parler de Marcel Duchamp et des autres. Ça, je vais y venir, puisque le deuxième livre que je voulais citer, c'est la suite de l'histoire, c'est sur la généalogie de la femme artiste que j'ai publié récemment. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer à ce moment-là? Là, je ne fais que raconter ma propre pratique, finalement, que j'ai un peu restitué, parce que ça, c'est le CNRS qui m'a demandé de faire ce truc-là, ce qui est assez drôle, parce que le CNRS nous regardait, avec des gens comme moi, avec quand même un certain, comment on appelait ça, sexisme, mépris, disqualification, parce que c'était pas un vrai objet, puis maintenant c'est à la mode. Alors c'est un vrai objet. Alors il y a un colloque féminisme et philosophie au CNRS, j'en crois pas mes yeux et mes oreilles. Moi j'y ai passé depuis, je suis entrée en 83, et puis maintenant ils nous demandent même
de raconter notre parcours et de titrer Le féminisme, ça pense, nos petites victoires institutionnelles, on va dire. Mais très sympathique, en plus charmant. Pas du tout, voilà. Donc les temps changent. Et je veux revenir sur ce que j'ai tenté de faire, moi, c'est d'élaborer des concepts. C'est pour ça que, reprenant sexisme, c'était important. C'est-à-dire, je suis formée à la philosophie, à m'arrêter à chaque mot pour voir si ce mot-là dit quoi et comment, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire par élaborer des concepts? C'est-à-dire élaborer aussi des problèmes, plutôt que de me retrouver justement dans des positions où je vais élaborer des stratégies. Mais avant même d'élaborer des stratégies, alors je vous donne 2 exemples simples qui étaient ceux de mon travail. Mon premier livre, il est sur le service domestique. C'est en 79, c'est-à-dire le service domestique, ça veut dire qu'est-ce que le service en démocratie? Exemple simple, vous savez, quand on donne vous savez ou pas, quand on donne le droit de vote aux hommes pendant la Révolution française, brièvement, les domestiques hommes ne seront pas citoyens, car un domestique est hétéronome et pas autonome et dépend du maître. Bon, ça sera plus vrai en 48 quand on donnera le suffrage universel masculin. Vous savez que c'est très récent qu'on dise en France suffrage universel masculin pour parler de 1848. Jusqu'à très récemment, les écoliers ont appris suffrage universel. C'était seulement pour la moitié de l'humanité. Donc ça, c'est un détail. Ce que je veux dire par là, c'est que quand moi je dis service démocratie, je ne fais pas un livre, parce que la question se posait depuis les années 1900. Qu'est-ce que je fais avec ma bonne, disent des conférencières des années 1900 dans un colloque. Puis-je toujours la sonner la nuit, si on se met à faire de l'égalité entre femmes? Et j'avais trouvé cette question absolument géniale, parce qu'elle disait tout. Elle disait, on veut l'égalité, mais on est amené, nous, sans cesse, à reproduire de la hiérarchie entre femmes. Donc j'ai construit une vie comme ça, qui était donc non pas sur la domesticité ou sur le travail domestique, etc., mais quel est le rapport entre service et démocratie? En plus, à une époque assez turbulente, disons, dans les années 70, où les syndicats, notamment d'employés de maison, etc., étaient assez actifs. C'est intéressant. Je vais vite, c'est un exemple. Un autre exemple, dans la même il y a démocratie exclusive aussi, c'est-à-dire que ma compréhension des lendemains de la Révolution française, c'est que, bien sûr, on va énoncer l'égalité, normalement pour tout le monde, même si Olympe de Gouges se sent obligé de faire une déclaration des droits de la femme en 1791, parce que finalement la déclaration des droits de l'homme, ça ne suffisait pas. Elle avait raison. Puis son texte est quand même passionnant. Mais donc ça serait l'égalité pour tous, mais en fait non. Hein, ce qui est très bien dit dans, je le cite tout le temps, l'article 7 du Code civil napoléonien, est citoyen toute personne jouissant de l'ensemble de ses droits civils. Ah ben oui, mais les femmes jouissent pas de l'ensemble de leurs droits civils. On n'a pas dit qu'elles n'étaient pas citoyennes. On dit qu'il faut jouir de l'ensemble de ses droits civils pour être un citoyen. C'est ce que j'appelle la démocratie exclusive. Non pas excluante, du genre, vous les femmes restez à l'extérieur de l'espace public, comme Rousseau l'a magnifiquement dit. C'est non, vous êtes admise au banquet de l'égalité, mais en fait, vous ne vous asseyez pas autour de la table. Vous restez debout. Donc c'est ça, c'est exclusif. Et puis quand j'ai fait sur le consentement, ça, vous voyez, ça paraît aujourd'hui différent, mais moi j'ai écrit mon livre sur le consentement en 2006, un truc comme ça, à la suite d'une parenthèse au Parlement européen, et parce que ça me permettait de poser, l'exemple est très simple, il fallait savoir si on était pour ou contre la prostitution, et savoir si on était pour ou contre le foulard. Moi je dis foulard, je dis pas voile. Donc là, il y avait des camps qui s'échangeaient. Et moi, ce qui me frappait, c'est que dans les 2 cas, il y avait l'argument, puisqu'elle consent, où est le problème? Donc moi, je n'avais pas à dire, même si après, je peux avoir des opinions ou des engagements personnels, mais du point de vue de l'épistémologie politique, la question, c'était celle du consentement, de savoir, non pas si c'était un consentement individuel, malheureusement, ça revient beaucoup en ce moment sur l'histoire via le judiciaire du consentement individuel, mais est-ce que c'était un argument politique qui pouvait fonctionner dans l'espace public, comme le consentement. Et donc, c'est comme ça que moi, bon, c'est avant MeToo, ai publié ça. Mais il fallait mettre en avant ce concept de consentement. Ça paraît bizarre aujourd'hui parce qu'il est employé tout le temps, mais c'était une sorte de proposition conceptuelle, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se place du point de vue de l'émancipation, on ne va pas travailler sur le qui, mais sur le quoi.
Alors pourquoi? Là, je vous ai parlé du quoi. Qu'est-ce que le service? Qu'est-ce qu'un argument politique comme le consentement? Qu'est-ce que les lendemains de la Révolution française, par exemple? Mais j'ai d'autres exemples possibles. Mais sur le qui, alors ça touche à tout ce qui est les débats identitaires qu'on a depuis quelques années. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas subversif. C'est extrêmement subversif de transformer le même et l'autre en un et multiple. Moi, c'est comme ça que je résume les questions d'identité sexuelle, d'identité de genre, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a mis en cause des schémas. Bien sûr, on a mis en cause le schéma nature-culture, mais ça, je dirais, c'est déjà dépassé. Je suis étonnée que trop de discours féministes soient encore dessus, parce que, à mon avis, c'est complètement dépassé. Le schéma nature-culture, il a fonctionné au milieu du XXe siècle pour des raisons qu'on peut comprendre sur plein de sujets anthropologiques et aussi post-coloniaux, coloniaux, post-coloniaux. Mais l'autre schéma qu'on avait en tête et qu'on voit dans l'existentialisme et qui date de Hegel, c'est le même et l'autre. On est passé, avec ce moment de transformation de 1800, on passe d'une hiérarchie. Au fond, il faut reprendre Platon et Aristote. Platon, il arrive à dire qu'il y a des égalités, et en même temps, il reconstruit la hiérarchie. Et Aristote, il est sur l'horizontal, qui va être le même et l'autre, qu'on va retrouver très fortement, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, à partir de 1800, qui va durer jusqu'à l'existentialisme. Où est le même, où est l'autre? Et à partir du moment où on va poser ce qui est nouveau politiquement, c'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité, mais c'est nouveau politiquement de poser la question des identités sexuelles, genrées, etc. Et là, moi, je pense qu'on est passé au schéma du un et du multiple, qui nous renvoie encore à un schéma de philosophie classique. Et donc, on peut travailler avec ça. Mais moi, la question que j'ai, quand je dis je travaille sur le quoi et non pas sur le qui, c'est que en dehors de la subversion que permet ces débats sur l'identité, ce n'est pas producteur d'un rapport politique, c'est-à-dire d'une transformation, si ce n'est que par capillarité ou contamination. C'est pas ça qui change, comme je le disais avec beaucoup de vulgarité volontaire. Est-ce que vous croyez comme ça que les femmes de ménage seront à moitié des hommes de ménage? Là, ça fait taire, parce que évidemment non. Donc la question est celle du rapport politique. Qu'est-ce que l'identité peut produire comme rapport politique? Donc voilà. Alors maintenant, combien de temps j'ai encore? Oui, parce que je voudrais en venir à la seconde partie, mais voilà, je continue. Donc si vous voulez, le féminisme se trouve jouer à la fois de l'ontologique et du politique. Donc sur l'ontologique, on pense que c'est important, mais qu'est-ce qui débouche sur du politique? C'est-à-dire qu'il produira de l'égalité. Et c'est quand même, c'est difficile de penser en termes de démocratie ou en termes de politique sans cette question-là. Donc l'ontologique est de la subversion, mais en quoi ça renvoie aux politiques? La question reste entière. Ce qui me permet, le qui, de dire aussi que on peut, comme ça, réintroduire le féminisme, parce que ça va être mon point suivant, dans l'histoire. Ça vous paraît bête comme ça, à dire comme ça, oui, le féminisme fait partie de l'histoire, surtout depuis nos quelques années de mode marketing du féminisme, qui, je pense, se vit ici comme en France et dans quelques autres pays. Et donc, comment on rentre? Moi, je l'ai fait, par exemple, sur un autre sujet, qui est le sujet de la contraception et de l'avortement. J'avais dû participer à un colloque, je me souviens, fin 20e siècle, au Collège de France, super chic et tout, sur la contraception. Et j'étais revenue, le féminisme, ça pense, j'étais revenue au slogan des Américaines des années 60, qui sont arrivées en Europe, et qui était « Our bodies, ourselves », mon corps m'appartient, et notre corps nous-mêmes. Or, ces expressions renvoient à un acte important britannique, qui est l'habeas corpus, 1679, fin 17e, là encore. Hein, c'est mes ressources, le 17e siècle. Et donc, l'habeas corpus, donc, mon corps est à moi.
Alors ça vient d'un droit civil qui était pour lutter contre les arrestations arbitraires, à ce moment-là, en Angleterre, et donc de dire que un sujet avait un corps. Et au fond, c'est ce qu'on disait, nous, en voulant la contraception et l'avortement, donc fin des années 60, 70, etc. Et j'ai trouvé comme ça que j'introduisais, aujourd'hui on l'introduit dans la Constitution, je l'introduisais dans l'histoire du droit. Parce que l'habeas corpus, c'est comme en amont de la Déclaration des droits de l'homme. Même si bon, c'est 100 ans plus tôt, mais c'est une sorte d'avant. Et nous disions la même chose, c'est-à-dire l'idée qu'on devient propriétaire de son corps. Ce qui est non négligeable. J'ai appelé ça une révolution copernicienne, puisqu'au lieu que nous tournions autour de notre nature reproductrice, c'est nous qui allions être le sujet central, propriétaire de notre corps. Je reviendrai sur le mot propriété, propriétaire de notre corps, pendant que, au fond, on arriverait à ce que ça tourne autour de notre corps, la reproduction, quand on le décide, quand on le souhaite. Et ma génération, moi-même en particulier, j'ai pu appliquer mon corps m'appartient. Donc, ça, c'est important parce que je suis en train de vous amener vers la question de l'historicité, et pas seulement de l'histoire. C'est-à-dire, j'inscris donc ce droit à l'avortement, à la contraception et à l'avortement, toutes choses qui existaient par ailleurs. Hein. Les lois qui concernent tout ça, ce sont des lois, la plupart du temps, de dépénalisation. Et pas d'avoir obtenu le droit aussi bien de vote que de plein de droits civils, comme tous nos 2 siècles récents ont réussi à le faire. Donc, comment, à ce moment-là, on rentre dans l'histoire? On rentre dans l'histoire parce que ça intervient dans ce qui est un cadre lui-même, montré comme étant l'histoire de l'humanité. Donc, c'est plus seulement le truc en plus, quoi. Oui, d'accord, les femmes, elles veulent des choses, ok. Non, là, et c'est là où mon enjeu, il est là. Il est donc pas sur l'ontologique, il est sur l'historicité. J'avais dit à mes amies historiennes, quand on a fait l'histoire des femmes en Occident, là, qui est paru autour de 90, et qui a bien circulé dans le monde comme ça, je leur avais dit, on a fait tout ça, c'est vrai que ça a été considéré comme important, 5 volumes, etc. Mais je leur disais, l'histoire prouve pas l'historicité. C'est-à-dire, ce qu'on va trouver, c'est que on va dire, ok, il y a de l'histoire, mais sans cesse, on va ressortir les débats qu'on a sur l'égalité des sexes ou la liberté des femmes, etc., hors de l'histoire, de tout temps. Revient le de tout temps, ce qu'on a eu avec drame conjugal plutôt que féminicide. De tout temps, il y a eu des disputes dans les couples, et de tout temps, les hommes étaient plus forts, et ils ont tapé les femmes, voire les ont tuées. Et ça c'est un exercice magnifique à faire si vous faites des ateliers, c'est de reprendre à chaque fois comment on va déshistoriciser les choses. C'est là, moi, c'est mon plus bel enjeu personnel, c'est de montrer non seulement que l'histoire des femmes appartient à l'histoire tout court, mais que ce que ça change. Évidemment, ça change. Si on se rend compte que les sexes non seulement font l'histoire, vous voyez que continue à employer le mot sexe, c'est un peu volontaire. Je peux dire sexe, genre, etc. Mais je me méfie de genre qui peut être un écran. Parfois, un écran, vous savez, vous pouvez écrire dessus, mais ça peut aussi cacher quelque chose. Donc, j'ai écrit ça, c'est dans les excès du genre, et qui existe chez Cathédrale, d'ailleurs, je crois, celui-là. Donc, je me méfie, il faut se méfier d'un mot écran, quoi. Donc, le mot, ça me rappelle, et c'est des histoires là aussi que j'avais un peu travaillé avec... sur la psychanalyse, entre la différence entre Eros et libido. Quand Freud dit, non, moi je prends libido, bon, Eros, et ils ont gardé Eros quand même. Donc moi je suis pour garder les 2 termes, exactement comme la psychanalyse a fait, alors qu'ils ont introduit et conceptualisé le terme libido, et c'est intéressant, bien sûr. Donc voilà, c'est ce que le genre, c'est ce que j'appelle une promesse conceptuelle. Mais donc cette historicité fait qu'on va se mettre en position, c'est là où on va en venir aux arts, parce que c'est du coup ça que j'ai travaillé un peu ce qui s'appelle la suite de l'histoire, c'est un peu la suite de Muse de la raison aussi, c'est-à-dire de voir comment les choses, par exemple, reprenons l'histoire des Iraniennes, elles font l'histoire de l'Iran l'année dernière, à partir, elles ont réussi à faire rentrer leurs questions dans l'ensemble de la société et dans le cours de l'histoire iranienne, pendant des mois. Et c'est là où intervient quelqu'un qui m'importe, qui est
Charles Fourier, penseur du 19e siècle, utopiste bien connu, etc. Et il a cette phrase que je trouve géniale, dont je n'ai pas la citation là, en gros que la condition des femmes, c'est ce qui mesure l'état d'une société. Donc lui aussi fait rentrer toutes ces analyses, qu'est-ce que ça mesure de l'état d'une société. Et on peut le voir, c'est là où, même si je me plains de ce qu'on est réduit, dépolitisé un peu la question de MeToo, quand on voit encore ce matin même le médecin dire il y a diffamation, je suis diffamé parce qu'on dit qu'à l'hôpital j'ai harcelé, etc., etc. On voit qu'ils sont en train de prendre la mesure, ça fait quelques années que ça dure, comment ils disent qu'ils sont diffamés, mais comment ils feront plus le procès en diffamation, comme ce qu'avait fait celui d'avant, Beaupin, celui d'avant MeToo, d'avant 2017, parce qu'ils vont les perdre. Parce que diffamer, c'est du temps où on était impuni. Sauf que l'impunité est mise en cause, car les femmes sont propriétaires de leur corps. Mais, et c'est là où moi j'introduis une distinction qui va avec la question du féminicide, elles sont propriétaires, il faut distinguer propriété et possession. Nous avons acquis la propriété de notre corps, mais nous pouvons être possédés. Et si une femme quitte un homme pour personne d'autre, à ce moment-là, elle affirme sa propriété. Si elle s'échange, je me souviens, c'était dans une maison de vacances, un voisin qui m'avait dit ça, elle m'a quitté pour personne, non, ça c'est pas possible, elle m'aurait quitté pour un autre, ok. Échange des femmes, anthropologie, Lévi-Strauss, tout ce que vous voulez. Mais si elle part pour personne, ça veut dire qu'elle est vraiment propriétaire de son corps. Or, lui possédait le corps de cette femme qui, par ailleurs, était propriétaire de son corps. Donc moi, j'essaye de distinguer ces deux thèmes, propriété et possession, pour voir comment ça fonctionne. Et là, ceux qui disent, je les entends chaque fois, je m'amuse, moi, toucher les femmes, jamais. Bon, Patrick Poivre d'Arvor, très connu de la télévision, il faisait monter une jeune femme tous les soirs dans son bureau. Alors personne ne savait. Et il ne touchait pas les femmes. Et puis maintenant, on a les récits de quelques dizaines de femmes. Donc là, l'histoire bouge, mais c'est pas parce que ça viendrait de l'extérieur. Bourdieu, dans son histoire de domination masculine, malheureusement, il fait du féminisme quelque chose comme une cause extérieure. Non, c'est l'intérieur qui compte. Et de voir, par exemple, bouger ces mots comme bon, impunité, bien sûr, mais aussi diffamation. Il s'estime, ce matin à la radio, sur France Inter, j'entendais, il s'estime, il a fait un Instagram, diffamé. Il est pas au point où l'histoire se trouve en ce moment. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, si vous voulez. C'est-à-dire que ça produit de l'histoire pour tous. Et cette histoire, on sait qu'elle a été enlevée, qu'il faut la restituer. Mais bon, donc, vous voyez, autour de... Moi, c'est mon enjeu. C'est pas un enjeu sur la nature des femmes et tout ça. Je pense que c'est une impasse. J'avais cette discussion très récemment avec une étudiante, une chercheuse. Mais c'est de voir ce qui fait histoire et ce qui ne fait pas histoire. Par exemple, quand il y a eu les débats sur le mariage pour tous en France, et je me suis trouvée dans une émission polémique de radio, et j'avais en face de moi un psychanalyste qui racontait que ça allait être la confusion des sexes, etc. Moi, je rigolais, parce que c'est exactement ce qui avait été formulé au lendemain de la Révolution française, par quelqu'un qui s'appelle Sénancour, qui disait l'amitié va remplacer l'amour. Si l'altérité est mise en cause, alors on va confondre les sexes. 2 siècles plus tard, il tenait le même discours, ce que j'appelle la ritournelle. Donc là, ça montre bien que tous les efforts sont faits pour garder quelque chose hors du temps historique. Moi, je fais le contraire. J'essaye de ramener ça dans le temps historique. Et peut-être, du coup, je vais vous parler un instant de cette suite de Muse de la Raison, la suite de l'histoire, actrice-créatrice. Muse de la Raison, je l'avais construit autour du pour toutes et du pour chacune. La démocratie, c'est ça aussi. Pour toutes, c'est pour ça qu'il nous faut tous les droits civils, les droits politiques, bien sûr, le changement dans le droit de la famille, tout ça qu'on a très bien, qui a été fait, disons, jusqu'en 2000. Mais il y avait un débat autour de ça. Je vais très vite parce que j'ai pas le temps. Mais le deuxième problème, c'était que au même moment, il y a une polémique, donc tout à la fin de la Révolution, pour dire, entre 2 poètes, un homme et une femme, et l'homme lui dit « Inspirez, mais n'écrivez pas. Vous êtes là pour être nos muses, quoi. Muses et génies, blabla. » Ce qu'on connaît bien maintenant, et qui va perdurer, évidemment, ce que j'appelle désormais la muse inoxydable. Je vais expliquer pourquoi. Mais oui.
Mais oui, parce que même figurez-vous que Thatcher, quand elle est morte, il y avait dans le journal qu'elle avait été la muse des Beatles, parce que les Beatles avaient pris je ne sais plus quel truc d'elle. Non, mais Thatcher, muse des Beatles, bon, on peut se marrer quand même. C'est ça que j'appelle la muse inoxydable. Mais il y a d'autres muses inoxydables plus... je le racontais hier, quand ça c'était au musée de Arles, on montrait Picasso ayant peint Lee Miller. Lee Miller, grande photographe, une des premières à rentrer dans les camps de concentration, et Hitler, etc. C'était la muse de Picasso. Non, c'était pas son amante en l'occurrence, mais c'était la muse Lee Miller. Là, je me suis mise en colère. Mais donc, même si on a un parcours de grande actrice, on peut quand même rester d'abord muse qu'autre chose. Alors, toujours sur la muse, je vais y revenir sur la question du modèle et de l'artiste, parce que j'ai pas le temps de tout vous raconter, mais au fond, la suite de l'histoire, c'est exprès ce titre, c'est pour dire que face à Rousseau et Kant, qui vont poser les interdits quant à la création. Donc moi, je ne vais pas chercher, c'est pour ça que je voudrais cette image, c'est pas la violence, c'est comment va se mettre en place. Les philosophes, ils savent ce qui va arriver. Donc là, j'ai pris Rousseau et Kant, où Rousseau dans la lettre d'Alembert et Kant dans l'observation sur le sentiment du beau et du sublime, chacun va dire comment il va falloir freiner. Hein, c'est comme l'autre qui dit « inspirez mais n'écrivez pas ». Et d'ailleurs, Constance de Salm, car il faut la citer, la poétesse répond « les arts sont à tous, et le plaisir qui va avec aussi, cher monsieur ». Et donc, bim, elle lui donne comme ça l'idée qu'elle ne cédera pas. Et elles n'ont pas cédé, les femmes. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer comment elles vont construire cette émancipation. Alors, bien sûr, en identifiant des obstacles. Mais vous voyez, je me situe encore du point de vue de l'émancipation. Et on a le décor, c'est ce que je mets comme décor, c'est, disons, Rousseau et Kant. Rousseau, dans la lettre à d'Alembert, c'est dire non, une femme ne va pas dans l'espace public. On ne verra pas de génie dans l'espace public, même sur les scènes de théâtre, c'est pas possible. Il y a quelque chose. C'est lui qui fait la séparation complète entre les lois et les mœurs. Hein. Les hommes font les lois, les femmes font les mœurs, donc elles sont, comme il le dit, et j'aime citer cette expression dans la préface du discours sur l'origine et l'égalité, elles sont la précieuse moitié de la République à la maison. Donc voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle, j'aime pas l'expression, les deux sphères. Voilà. Donc là, il sépare comme ça. Et Kant, il sépare autrement. C'est-à-dire que les femmes ont accès au beau, mais pas au sublime. Je résume ça vraiment platement, mais c'est ça. C'est donc, il va construire tout ça sur là où elles peuvent pas aller. Hein, il y a des limites. Donc le beau, oui. Mais le sublime, non. Alors, c'est les femmes du 19e siècle, c'est ça qu'elles vont mettre en cause. Et alors là, j'ai pas le temps, je ne pourrais que citer quelques passages sur la façon dont d'abord elles vont construire la singularité de la création. Vous trouverez ça chez Madame de Staël, avec Corinne, chez George Sand, avec Consuelo, et même chez Flora Tristan, avec Mes Fils. Donc, première moitié du 19e, elles construisent une singularité, l'unique, quoi. Ça, c'est comme ça qu'elles vont montrer ce que pourrait être une femme artiste. Ensuite, vous aurez, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, c'est comment les femmes se sont introduites en voulant faire la suite de l'histoire. Alors j'avais pris l'exemple, là je vais un peu trop vite, je suis désolée, sur d'Ibsen et de Maison de poupée. Elfriede Jelinek fait « Qu'est-il arrivé à Nora quand elle est sortie de la maison ?» Parce que Maison de poupée, je ne sais pas si c'est monté beaucoup en Espagne, mais alors en France, c'est monté très, très, très souvent. C'est un texte magnifique, Ibsen, c'est magnifique. Mais alors, il faut voir ce qui lui est arrivé après. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, OK, elle a fait un geste de subversion en disant « ça suffit, toutes ces histoires de famille, là, je m'y retrouve plus, je m'en vais ». Et puis, bon, Elfriede Jelinek n'est pas spécialement pleine de lumière positive, donc c'est pas très drôle ce qui arrive à Nora quand elle sort de la maison. Mais néanmoins, elle cherche à voir ce qui se passe ensuite. Mais vous l'aurez avec Christiane Chataï, qui est une metteuse en scène brésilienne, si je ne dis pas de bêtises. Elle a fait What if they went to Moscou, les trois sœurs. Elles disent qu'elles vont aller à Moscou. Et alors, une fois qu'elles sont allées à Moscou, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, la suite de l'histoire ne le disait pas. Donc, vous voyez, on va avoir toutes sortes de constructions. Et je ne parle pas des danseuses qui, elles, vont mettre le ballet en cause, Isadora Duncan et Loy Fuller. Voilà, donc j'ai pris tous ces exemples. Mais je vais juste vous en prendre un, parce que ça touche à tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est la question du modèle et de l'artiste. Alors là, c'est magnifique. Vous pouvez voir deux choses. D'un côté, vous pouvez voir la fin du 19e siècle,
l'autorisation que les femmes entrent à l'école des beaux-arts. Très bien. Bon, vous aviez déjà des académies privées en France, comme l'Académie Julian, qui existe toujours. On voit une femme qui m'intéresse beaucoup, qui est Marie Baskirtsev, à l'époque, qui a écrit aussi des mémoires très intéressantes. Et puis, on va pouvoir rentrer à l'école des beaux-arts. Mais, qu'ont-elles le droit? Est-ce qu'elles ont droit au modèle vivant? Est-ce qu'elles ont le droit de reproduire des hommes, de reproduire des femmes? Gros débat, pas chez les privés, mais dans l'école nationale. Et ça durera jusqu'au début du XXe. Et pendant ce temps-là, pendant cette demande donc d'inclusion, bon, je remonte, donc qui va avec la République, hein, au fond, les écoles s'ouvrent aux deux sexes, etc. Pendant ce temps-là, exactement au même moment, vous avez quelques artistes incroyables. Alors, si on était en Allemagne, je vous citerai Kate Kollwitz, qui est quand même extraordinaire d'indépendance pour peindre ou dessiner, notamment en économie, notamment même un viol, puis la guerre aussi, puisqu'elle a perdu un fils à la guerre après. Et vous avez en France Suzanne Valadon. Suzanne Valadon qui vient d'avoir une magnifique exposition l'année dernière, qui est allée à Metz et à Nantes, et qui m'intéresse depuis très longtemps. Pourquoi? Suzanne Valadon, elle est modèle, hein, des plus grands, donc c'est Degas, enfin elle fréquente Degas, Satie, enfin bon, amante, modèle, etc. Sauf qu'elle est aussi artiste et qu'elle pique, elle pique ce qu'elle voit, et aussi elle se fait aider, et on voit donc cette femme qui va donc devenir artiste, cesser d'être modèle. Donc on passe de l'objet représenté au sujet qui va représenter. Vous voyez, on est au cœur du sujet là. Et donc, ça va lancer tout le XXe siècle. Il y a une autre Allemande aussi qui s'appelle Paula Modersohn-Becker, que je mets côte à côte avec Suzanne Valadon. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elles ont fait ce geste subversif de se mettre en position d'artiste, elles vont représenter le nu féminin. Elles vont pas faire des autoportraits. Alors, s'il y avait une exposition très belle au Palais du Luxembourg il y a quelques années sur les femmes peintres des années 1800, parce que des femmes peintres, il y en a toujours eu. Sauf que là, elles se représentaient dans leur atelier. Elles se représentaient comme pouvant se mettre au travail. Tandis que là, elles vont... Ok, Suzanne Valadon, son exposition, moi-même qui la fréquente depuis quelques années, j'ai été stupéfaite de tous les nus qu'elle a pu faire. Mais surtout, elle a fait son propre nu. Son autoportrait, c'est un torse nu. Paula Modersohn-Becker a fait pareil. Donc, non seulement elle s'approprie la position de sujet pour ne plus être objet, mais elle dit « je me représente ». Et je me représente dans la nudité. Et donc là, il y a quelque chose qui bascule à ce moment-là et qui va, si on suit, là je vais très vite dans le XXe siècle, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de femmes artistes, disons de ma génération ou un peu avant, vont dire c'est quoi le modèle que je peux prendre? Surtout si elles font pas les beaux-arts. Ici, aux beaux-arts, il y a encore toujours les problèmes de ce que c'est qu'un modèle vivant, etc. C'est qu'elles vont dire, plusieurs l'ont exprimé, écrit, qu'elles vont prendre leur propre corps comme modèle. Parce que d'une certaine façon, c'est plus facile. Esther Ferrer, que tu regardais l'autre jour, qui est tout à fait encore vivante, mais que vous voyez Orlan, elle a pris son propre corps, sans parler de Cindy Sherman avant. Enfin, là, on n'a que l'embarras du choix de femmes qui vont expliquer que finalement, leur corps, non seulement elles se le sont appropriés pour devenir peintres, mais elles vont en faire un moyen d'expression. Alors, je ne sais pas comment tout ça va évoluer, mais surtout sur les années, disons... Bon, ça peut commencer avec Claude Cahun, qui est cette photographe magnifique des années 30, mais en gros, jusqu'à... elles vont donc passer de l'autoportrait à l'autoreprésentation. Elles ne font pas que ça, hein, rassurez-vous, c'est pas ça que je veux dire. Mais elles sont là, dans ce rapport sujet-objet. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que, par ailleurs, en dehors de la question de l'art, je pense que c'est un des gros enjeux de l'émancipation, dans cette tension entre le sujet et l'objet. J'avais fait un papier il y a déjà une bonne vingtaine d'années, j'avais intitulé « Devenir sujet, permanence de l'objet ». Nous sommes devenus des sujets, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas encore des objets.
et des objets d'échange. Ça rejoint ce que Fourier dit sur la question de la mesure d'une société. Nous sommes un objet d'échange et nous sommes le lieu de l'échange. Quand on se dispute sur le foulard en France, on parle politique, on ne parle pas émancipation des filles. Il faut voir de quoi on parle quand on prend ce sujet-là, c'est pour parler d'autre chose. Donc, tout ce qui se joue là, c'est pour ça que je vais en venir à Duchamp, c'est-à-dire il y a 1000 interprétations possibles de cette représentation, et parce qu'en fait, la question de la nudité, et ça sera, on en vient au point le plus important, c'est que le corps féminin a été l'allégorie de la vérité. Depuis... Alors, si les femmes s'emparent de leur corps et le montrent et le représentent, y compris nus, alors qu'est-ce qu'il en est de la question de la vérité? Et c'est là où c'est passionnant, à mes yeux, parce que ça rencontre les débats philosophiques. Quand Nietzsche commence son livre, ça, si la vérité est femme, ah oui, parce que c'est plus sûr qu'elle le soit. Déclin de la métaphysique depuis post-Hegel. C'est-à-dire qu'on met en cause Dieu. Moi qui ai aussi travaillé sur Strindberg, c'est encore autre chose, il le dit carrément, c'est la femme a remplacé Dieu. Un autre peintre le dira aussi, dans l'altérité. Et donc, si la vérité est femme, ça veut dire qu'on n'est plus sûr qu'il faille mettre vérité et femme ensemble, de façon allégorique. Alors, quand je vois ça, quand je vois Duchamp, je trouve que c'est très fort, parce qu'on peut le lire comme de la violence, ou on peut le lire comme « Ah ah, c'est moi ». D'abord, je ne suis pas assez forte aux échecs pour voir qui est en train de gagner. Mais je me posais la question, parce que, du coup, ça peut être vu comme cette femme, elle est comme ça, ou bien donc plutôt en situation donc, de fragilité puisqu'elle est nue, ou bien si elle représente la vérité du jeu d'échecs qui pourrait bien être le jeu du sexe-genre de nos sociétés, etc. Enfin, il y a tant de lectures à faire. Vraiment, j'ai adoré que vous ayez fait cette proposition. Mais ça peut être aussi, tu vois, maintenant, moi, j'utilise mon corps comme tous ces artistes du milieu et d'aujourd'hui, du milieu du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui, qui ont pris leur corps comme... qu'est-ce que fait Cindy Sherman quand elle n'arrête pas de faire des avatars avec son corps? Et Dieu sait, je pourrais en citer plein d'autres, de femmes comme ça. C'est vraiment... moi, je comprends mieux ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, on pourrait ramener ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma en France sur le fait que ces femmes qu'on a pris comme modèles, ces gamines de 14 ans, etc., qui maintenant se révoltent quelques décennies plus tard en disant « mais vous nous avez manipulés comme des objets », ben oui, mais ça me rappelle l'histoire des modèles. Bien qu'il y ait effectivement aussi des artistes réalisatrices. Donc, vous voyez, sur la question du sujet-objet et sur la question de la nudité, moi, c'est des choses comme ça que je propose pour lire. Et donc je ne vais pas pouvoir utiliser le mot violence. Pour moi, c'est trop vague, finalement. Et en revanche, qu'est-ce que cette nudité-là? J'ai vu récemment, la semaine dernière, une exposition qui vient de commencer au Musée d'Art Moderne à Paris de Jean Hélion. Jean Hélion, c'est un peintre du 19e qui a un peu traversé les différentes écoles. Mais il a un tableau, alors il est très classique, il y a beaucoup de muses nues, avec beaucoup d'hommes qui font des choses importantes. Et puis tout d'un coup, il y a un tableau qui s'appelle le modèle piétinant. Le peintre est par terre, et c'est le modèle qui piétine le peintre. C'est complètement génial. Alors qu'il a fait un truc hyper conformiste tout le temps, mais il n'est pas le seul. Picasso a fait aussi, dans les années 40, je le cite dans le livre, un tableau où c'est la muse qui peint pendant que l'homme est à terre, soit il dort. Donc, c'est pas la muse endormie de Brancusi, là, que vous pouvez voir maintenant à Beaubourg ces temps-ci. C'est que tout d'un coup, c'est la même chose que les philosophes. Quand je dis que Kant et Rousseau, ils posent les limites, c'est parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle la lucidité des philosophes. Ils savent que ça change. Là encore, on est dans l'historicité. C'est-à-dire, au lieu de les lire comme « Ah, ils sont sexistes, ils ont dit des conneries non. Moi, je les prends très au sérieux. Et on voit comment ça bouge. Et à chaque fois, moi, j'avais fait tout un texte sur la muse endormie de Brancusi, il y a longtemps déjà aussi, pour voir qu'est-ce que ça veut dire, le sommeil de la muse, du modèle. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si on reprend Goya et le sommeil
ou le songe de la raison qui enfante des monstres, quels monstres sont en train de jaillir du sommeil de la muse? Peut-être des monstres comme une création, quoi. C'est-à-dire, à ce moment-là, moi, je pense à Mary Shelley et à Frankenstein. C'est-à-dire que, bon, dans le sommeil de Mary Shelley, elle a enfanté un monstre, qui est exactement contemporain de Goya, d'ailleurs. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Moi, c'est de reconstruire comment ça bouge, et comment ça bouge, pas de façon extra-historique, mais par rapport à des moments d'histoire. C'est-à-dire que si j'ai Kant et Rousseau qui mettent bien les limites, mais Nietzsche, quel que soit l'antiféminisme ou le sexisme qu'on peut voir, non, c'est plus intéressant de voir, lui, il sait. Il dit, dans quelques temps, vous verrez, on va se poser tel. D'un côté, il dit, comme on a dit, taceat in ecclesia, donc que les femmes se taisent dans l'église. Il dit, taceat medias, que les femmes se taisent. J'adore ce passage parce qu'il montre bien qu'il ne veut pas qu'elles passent à quelque chose, et en même temps, il sait que ça va arriver. Et vous voyez, quand vous voyez le si la vérité est femme, le si, alors c'est plus sûr que vérité et femme, ça aille ensemble, femme nue. Et vous avez Barrias, qui est un sculpteur, fin 19e, qui il fait quoi? Il va représenter une femme, ça s'appelle qui se dévoile devant la science. Effectivement, elle dévoile le haut de son corps, donc ses seins, et elle se présente à la science. Donc c'est elle qui a le geste de dire à la science, moi je peux vous montrer. Et c'est un peu tout ça auquel je pense quand je vois le Duchamp. Je le fais se rejoindre dans le cadre un peu global là que je donne. Et voilà, bon, c'était comment dire, peut-être la façon, ma façon d'introduire, c'est le sapence, ma façon d'introduire le regard que je peux porter sur une histoire longue qui en fait permet de penser l'histoire d'aujourd'hui. Pour finir sur un truc très actuel, quand on voit par exemple qu'en ce moment en France, donc la judiciarisation, ce qui était prévisible, de la question du consentement et des violences, fait qu'on va avoir des commentaires du genre, des commentaires à nouveau moraux, présomption d'innocence, etc., etc. Et plus personne voit qu'en fait, ce qui s'est passé avec MeToo, c'est une rupture historique. Et c'est pas seulement une amélioration de la situation, une dénonciation des excès et des abus. Non, c'est une mutation, c'est une rupture historique. Pourquoi? C'est là où j'aime citer, et en plus je suis très fière parce que je l'ai fait traduire en français, un livre, mais je crois qu'il est traduit en espagnol, le livre d'une anglo-saxonne qui s'appelle Carol Patman, philosophe politologue, et qui s'appelle Le contrat sexuel. Elle est traduit. Bon, moi, je l'avais voulu le faire traduire en 90, les éditeurs n'avaient pas voulu. Et en 2010, comme j'avais une petite position de pouvoir, il est actuellement chez La Découverte. Oui, mais parce que c'était lié à l'Institut dont j'étais la présidente du conseil scientifique et tout ça. Et quand on devait choisir des livres pour cette collection, j'ai dit d'abord... Et pour la préface. Oui, j'ai fait la préface, oui. Mais pourquoi? Parce qu'elle dit que la construction... C'est fantastique. Moi, je pense que c'est un livre auquel je ne suis pas d'accord avec tout, mais un livre extrêmement important, qui remonte à 88, qui est de 1988. Donc, et elle dit, sous le contrat social, il y a eu un contrat sexuel implicite. Et donc, le contrat social, on voit bien, à partir de Locke, Hobbes, etc., jusqu'à Rousseau, on voit bien comment on va construire le contrat social, qui est quand même le lieu d'une démocratie possible, quelles que soient les variantes qu'il y a chez ces auteurs, où on délègue à la volonté générale sa propre volonté. Donc, il faut... Et c'est d'ailleurs le mot consentement, j'adore dire que n'oubliez pas que vous consentez à l'impôt. Hein. Donc, vous consentez de toute façon à de drôles de choses, mais à des choses qui construisent un contrat social. Et elle dit le contrat social et un contrat sexuel. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la position de la monarchie ou de ces hiérarchies féodales, on a effectivement la possibilité de comparer. Alors ça, c'est moi qui le rajoute, venant d'un autre livre qui s'appelle Les deux gouvernements. On va comparer le père et le roi. Du père au roi, la conséquence est bonne. Donc le patriarcat, terme qu'il faut employer avec prudence, je trouve, de façon à bon escient, pas tout le temps, et fonctionne bien entre le père et le roi. Mais quand vous allez arriver à la question de la démocratie, ben ça va plus fonctionner. C'est ce que Rousseau comprend magnifiquement. C'est-à-dire
là, il faudrait faire du contrat social à ce qui se passe dans la famille, la conséquence est bonne. Ah ben non, on garde le pouvoir de l'homme dans la famille, donc la conséquence ne fonctionne pas. Et c'est ça, là aussi, qu'ils comprennent très bien. Mais donc, comme elle le dit, alors Carole Patman, du coup, ça crée en fait un implicite. C'est comme si vous voulez, le contrat sexuel, il était à la cave, pendant que nous, on est dans la maison, enfin que les citoyens sont dans la maison. Et là se joue finalement la propriété. Si on veut bien lire la propriété du corps des femmes, Molière est magnifique. En fait, très intelligent lui aussi, parce que sur les femmes savantes, il est moins crétin. Enfin, je veux dire, il gagne à être lu et relu. Et donc là, elle va développer ça. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais c'est ça qui, à mon avis, s'est passé avec MeToo en 2017. C'est-à-dire qu'il y a eu des voix pour dire il y a un contrat sexuel sous le contrat social et on va vous le montrer. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est en ce sens que c'est vraiment une rupture historique. Et elle se jouera dans les arts comme partout. Et ce qui est important, ça sera ma conclusion, c'est de ne pas sortir ça du temps historique et de l'historicité pour en faire à nouveau quelque chose de moral, les mœurs, la morale. La domination masculine adore ça, de nous renvoyer aux mœurs et à la morale. Donc moi, j'ai une résistance, mais totale. Parce qu'il s'agit toujours d'autre chose. Vous voyez, je reprends mon exemple avec lequel je suis partie. On a dit des femmes de 1848 pendant la Révolution, « Ah, ben, elles étaient devenues moralisatrices, parce que... » Mais pas du tout. C'était une stratégie. Voilà. Donc, à partir de là, on voit que la question est de... ça se passe dedans. C'est la suite de l'histoire. Et c'est pas... et on est régulièrement... En France, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Sauf que comme c'est très drôle, parce qu'on a eu le cinéma, maintenant on va avoir l'hôpital, je ne sais pas combien de semaines ça va durer, oui. Mais c'est quand même assez intéressant de voir. Et ce que je disais dans la conversation hier, c'est que... Non, c'était avec toi, Claudia. C'est que, en fait, à chaque fois, c'est différent. C'est-à-dire, sur la question du cinéma, vous avez... Bon, comment les jeunes corps féminins ont été quand même manipulés par certains, pas par tous. Donc il y en a qui crient, mais pas tous, ils n'étaient pas tous, les réalisateurs n'étaient pas tous comme ça, à vouloir toucher les filles, etc. Mais bon, pas tous, on sait bien. Mais si vous prenez le monde de l'hôpital, ça va pas être la question du corps offert. Ça va être comment se répartissent les pouvoirs dans l'hôpital. Vous voyez, c'est d'autres. Chaque fois, c'est une construction institutionnelle qui nous donne une lecture de ce qu'est la violence jusqu'alors impunie, et on verra la suite. Moi, je trouve ça assez passionnant de reprendre ça chaque fois à partir d'une institution et de voir, par exemple, il est sûr que dans le milieu universitaire, ça va être aussi autour de la question du symbolique et pas nécessairement du pouvoir. Enfin bon, on pourrait comme ça égrener. Je prends juste les 2 derniers exemples français parce que ça nous a beaucoup occupés cet hiver en France. Voilà. Donc, écoutez, je m'arrête là peut-être. J'ai dépassé l'heure. C'est toujours un énorme plaisir d'écouter parler. Énorme. Vraiment, énorme. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires, des choses que vous voudriez peut-être, je sais pas, ajouter? Oui. Je voulais savoir si vous avez un petit peu suivi en Espagne tout ce qui s'est déroulé autour du terme juridique aussi du consentement. Et qu'en pensez-vous? Alors, ma réponse va être simple. Sur le consentement, je ne peux pas dire que j'ai suivi ce qui se passait dans les autres pays européens. Sur ce qui se passe en Espagne, on avait la conversation hier soir, justement, c'est que l'Espagne a joué un rôle non négligeable pour les lois contre les violences faites aux femmes. Un rôle étonnamment pionnier en Europe. Je dis étonnamment pourquoi? Parce qu'on a évidemment l'idée que les Espagnols, c'est des bons vieux machos, voilà, des hommes, et que vraiment, voilà, c'est un pays beaucoup plus macho que nous. Et moi, j'ai appris le contraire quand la première loi a commencé dans les années 90 contre les violences faites aux femmes. Loi qu'on a cherché à importer en France.
Donc, moi, ce que je sais, c'est que chaque fois je regarde ce qui se passe en Espagne, peut-être pas nécessairement par rapport au consentement, mais par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes, parce que je mesure les consciences politiques plus fortes qu'en France, notamment, et aussi en Europe, puisque j'ai été européenne par le Parlement, donc j'ai quand même pas mal, et je citais hier le fait que c'est quand même drôle que quand l'Espagne a eu la présidence tournante du Conseil de l'Europe, 2000 ou 2002, je ne sais plus, il y a eu la première grande rencontre sur la violence faite aux femmes, et qui était le gouvernement? C'était Aznar. Donc c'est le gouvernement Aznar, président du Conseil de l'Europe, qui a fait, dans les 6 mois qui lui étaient accordés, une rencontre sur les violences faites aux femmes. Or, sinon, ça remontait à l'époque à ce qui s'était passé à Pékin en 1995, où là avait été énoncé quelque chose, ça a eu un rôle assez important. Hein, c'est la rencontre décennale de l'ONU à Pékin en 1995. C'est de ça dont on parlait au Parlement. Et arrive ce qui se passe avec l'Espagne. Et l'Espagne est donc apparue plutôt dans cette position d'avoir, qu'est-ce que je pourrais dire, moins froid aux yeux, pour aborder la question, moins d'hypocrisie. Moi, je suis diffamée, moi, touchée enfin, ce qu'on a en France, qui est quand même... Moi, je les regarde et vraiment, je me dis, mais comment, ils sont intelligents, ils pourraient quand même voir de quoi il s'agit, quoi. Et ils ne voient pas. Ce matin encore sur France Inter. Et ils ne voient pas que... Alors bon, oui, c'était des gauloiseries. Oui, c'était celle qu'elle a dit la semaine dernière. Donc là, il y a quand même une sorte de... Mais qui le disait, une sorte de résistance en France. Et moi, j'avais le sentiment, alors en tant que Française, impliquée par toutes ces questions théoriques, mais aussi pratiques, quand j'ai eu des fonctions, c'est que il y avait comme une sorte de possibilité de mettre les cartes sur la table du point de vue de la question de la violence. Et ça commence avec la première loi qui, je crois, de 96 en Espagne, je ne sais plus, mais nous a beaucoup marqué en France. Hein. Non, il y en a une avant. Ah non, il y en a une avant. Il devrait y en avoir une dans les années 90, d'après mon souvenir. 2004. Et avant, rien? Pas tellement. Et, enfin, pour nous, parce que... Pour tout ce qui est le travail, par exemple, le sexisme, la discrimination, oui. Mais vraiment, la loi intégrale de violence... oui, mais... oui. Alors peut-être je confonds avec le fait que comme Aznar a fait cette grande rencontre, il y avait cette avancée comme ça... surprenante, parce qu'évidemment, il l'a fait en Espagne. L'avancée, elle n'est pas de la droite. Hein. L'avancée, elle est progressiste, elle est socialiste. Oui, mais ça, le parti politique, c'est pas important. Ce qui est important, c'est quand les choses se font en comparaison aux autres pays, quoi. Oui, mais vous savez, ici en Espagne, on a d'un côté des lois vraiment à l'avant-garde en ce qui concerne la violence faite aux femmes, mais on a aussi la contrepartie qui est le négationnisme. Non, mais je ne suis pas en train de dire que l'Espagne est un paradis sur Terre. Je suis juste en train de prendre la logique précise sur un dossier précis, sur comment, vu d'Europe, vu de France, mais pour ma part, vu aussi d'Europe, puisque j'ai siégé au Parlement pendant 5 ans, ça jouait un rôle, la démarche de l'Espagne, qu'elle soit de droite ou de gauche. Ça jouait un rôle j'ose pas dire de précurseur ou d'avant-garde, mais on peut dire de signal, puisqu'on venait de cette rencontre de 95 de l'ONU à Pékin, quoi. Et avec les conséquences qu'on a financé des associations pour les droits des femmes en Europe grâce à Pékin. Moi, j'avais une députée suédoise devant moi qui était là-dessus tout le temps. Et comment après, effectivement, la droite essayait d'enlever ça quand c'était... Mais c'était Pékin. Et on passe de Pékin à comment l'Europe va... Bon, évidemment, il y a les pays du Nord, mais c'était un peu différent. Là, c'était ce pays du Sud, évidemment macho par définition, qui faisait ça. Donc le paradoxe était vécu. C'est juste ça que je veux dire. Pas plus. Je peux me permettre, peut-être, vous voudrez faire une comparative de comment c'est perçu en Europe, qui est la vision de Geneviève, et comment c'est perçu en Espagne. On ne va pas parler que de ça. Je travaille beaucoup sur le terme du consentement. Mm-hmm. Je voulais plutôt savoir si elle y voyait des affinités ou pas avec notre terme juridique du consentement. Voilà, c'était plutôt ça. Ça, je ne suis pas capable.
Parce qu'à ce moment-là, moi, je prendrais plusieurs pays et pas qu'un seul, si je faisais le travail. Notamment les Allemands, par exemple, ou les Italiens. Non, dans ce cas, moi, je serais obligée de faire pas de prendre un seul pays. Donc c'est pour ça que je vous ai répondu sur... Il a joué... L'Espagne a joué un rôle de lumière, quoi, pour continuer. Mais ce n'était pas lié au consentement. Moi, quand j'ai fait mon livre sur le consentement, qui était un peu d'ailleurs mon bilan de passage par le Parlement, c'était... j'imaginais pas que MeToo allait débarquer. C'est plus de 10 ans avant. Et même si ça a eu, mon livre a eu un écho avec MeToo, il a pris beaucoup de place, si je puis dire. Je m'y attendais pas du tout. Mais moi, je l'avais plutôt fait du point de vue du politique. C'est pour ça que je rappelais qu'on consent à l'impôt. C'est-à-dire le contrat social est fondé sur le consentement. Et le premier consentement, c'est justement ce consentement, il y a des consentements auxquels on ne pense pas. Donc je le rappelle toujours, celui-là, parce qu'il touche tout le monde. Mais moi, je ne pensais pas qu'il prendrait une telle ampleur. Pour moi, c'était est-ce que ça peut être un argument politique? Et je n'avais pas répondu, évidemment. Dans mon livre, je ne réponds pas. Ah ben oui, il est traduit, mais en Amérique latine. Et donc, comme ça ne franchit pas toujours la mer, les textes. Mais oui, il a été traduit en Amérique latine. À le faire. Bon, je retiens votre demande. Je vous encourage à faire parce que je pense que c'est très intéressant. Oui. Parce que ça va être un terme, je pense, majeur du féminisme à partir de maintenant. Et je vous encourage à faire l'étude sur le consentement. Mais là, j'ai refait il est sur ma page Academia. J'ai refait tout un débat avec Éric Fotorino, qui tient le journal Le 1. Et il a fait tout un numéro sur le consentement. Il a fait un long entretien avec moi où j'ai dit un petit peu là où j'en étais. Et oui, mais si vous voulez, moi maintenant, je propose qu'on abandonne le mot consentement, puisqu'il veut dire deux choses contradictoires depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire je veux et je n'en peux mais. Je suis pour prendre le mot accord. Et j'ai trouvé récemment dans un dictionnaire du XVIIe siècle, j'étais ravie, que j'avais dans ma bibliothèque à cause de ma mère, je me souviens même plus du responsable de ce dictionnaire, qui au mot consentement donnait l'expression tomber d'accord. Et j'ai trouvé ça génial. Ça m'a beaucoup plu. Tomber d'accord, surtout avec le mot tomber. C'est de la négociation, ça. Oui, et puis par rapport à... Ça nous permet d'échapper à un faux débat qui est celui de savoir si le consentement renvoie à l'égalité ou à la liberté. Pour moi, c'est un faux débat. C'est-à-dire que si je suis d'accord, pas d'accord, ça ne veut pas dire nous sommes égaux. D'ailleurs, depuis quand les désirs sont égaux? Enfin, moi, là, on est dans la littérature, quoi. Enfin, la littérature, la mauvaise littérature. Et donc, ça permet de relativiser les mots liberté et égalité sans les abandonner. Mais tomber d'accord, j'ai trouvé que le XVIIe siècle, une fois de plus, je parle au littéraire, il dit des choses intelligentes. Il faut que je retrouve maintenant le responsable de ce dictionnaire. Le pauvre. Merci. Il est dans ma bibliothèque à la campagne. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi, je ne veux plus employer le mot consentement, d'autant plus que... Alors, pour le coup, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça en Espagne, mais ils se sont mis à employer l'expression zone grise. Elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. C'est la zone grise. Non, mais c'est aberrant. Non, mais au secours. Ça ne veut rien dire. Ça infantilise aussi les gens. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que le mot consentement, depuis plusieurs siècles, il dit deux choses. Il dit « je veux » et il dit « je n'en peux mais ». Je me souviens, je cite volontiers, c'était une Américaine, après elle a fait un récit qui est paru aussi en français, c'était la bourse ou la vie. Elle a fini par accepter de se faire violer pour pouvoir... pour pas mourir. C'est tout, c'était la bourse ou la vie, quoi. Donc, c'est aussi ça, après, quand on discute des consentements, c'est pour ça que moi, je trouve que le mot accord est nettement plus clair. Il n'y a pas de zone d'ombre dans le mot accord. Tandis que dans le mot consentement, on peut à l'infini dire... voilà, je me souviens toujours d'un truc, j'avais vu ça dans Le Monde. En Italie, il y avait eu un grand procès, mais il y a longtemps, bien avant MeToo. Et on disait, bah si, elle a consenti, avait dit le garçon, puisqu'elle a enlevé son jean. Je sais pas, s'il y a un couteau sous la gorge, moi j'enlève mon jean.
Voilà, ça s'appelle la bourse ou la vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais il ne faut pas oublier mes deux repères de la démocratie. Est-ce qu'il y a d'égalité, de liberté dans tout ça? Mais là, on est obligé de les croiser. C'est ça qui est fascinant, d'ailleurs. Bien qu'ils soient toujours reliés entre eux, hein, l'égalité étant une condition de la liberté, par exemple, des choses comme ça, bien sûr. Mais là, donc, moi, je serais pour lutter contre le mot consentement. Voilà. Surtout que, comme vous le savez, l'origine, c'est sentir avec. Hein, ça veut dire qu'on se sentir avec. Alors là, on est parti pour un tour du monde, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu mis ce mot consentement en dehors du fait qu'avec MeToo, moi, ils me sont tombés dessus parce que c'était un des rares trucs déjà existants comme livre. Alors, j'ai passé 6 mois complètement plongée dans ce mot, j'en pouvais plus. Mais c'était bon, c'était intéressant évidemment, mais il faut regarder comment les gens jouent avec ce mot-là. Et c'est ce jeu-là voilà, je préfère travailler sur d'autres choses. Les femmes artistes, par exemple, la nudité, dans l'art, mais parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur la nudité dans l'art. Là aussi, moi, je suis beaucoup l'artiste qui s'appelle Déborah de Robertis, qui a donc posé devant l'origine du monde de Courbet avec son sexe ouvert. Et ça, c'est encore une histoire aussi passionnante. Car qui a parlé du sexe qui parle? C'est Diderot. Hein? Avec les bijoux. Avec les bijoux indiscrets. Donc le sexe qui parle. Ah bon, le sexe parle. Ah, et quand il est ouvert, est-ce qu'il parle, etc. Enfin bon, Déborah, elle a fait des trucs là-dessus. Et en même temps, il faut voir que fait un philosophe comme Michel Foucault. Il reprend le sexe qui parle, mais il en fait un neutre. C'est le passage du sang au sexe dans les années 1800. Enfin, c'est toute la discussion avec Blanchot et tout ça. Et du coup, il en fait un neutre. Alors, et moi, j'étais très en colère. C'est dans La volonté de savoir, c'est dans son premier tome. J'étais évidemment très en colère parce que il avait désexué, il avait enlevé la question sexuelle. Alors que le sexe qui parle, c'est assez passionnant puisque on peut voir donc non seulement la nudité peut être appropriée, mais en plus, je vais vous balancer. Et à ce moment-là, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire de l'art, d'où le plaisir que j'avais à regarder votre programme, c'est que c'est là que ça va bouger. Parce que ça ne va pas bouger le politique, très bien. Une fois, vous mettez des femmes à l'Assemblée, vous mettez une femme première ministre en France, est-ce qu'elle a fait une politique différente d'un homme? Non. Donc, c'est un homme comme les autres, une femme premier ministre. Mais les artistes, alors, sauf que l'histoire de la constitutionnalisation, c'est parce qu'il y a plus de femmes dans les assemblées que ça a réussi à passer. Mais sinon, il faut de la politique comme les hommes. Mais si vous prenez ces artistes qui sont obligés de déplacer les repères pour intégrer l'histoire de l'art, elles font bouger elles réécrivent l'histoire de l'art. C'est ce que j'ai tenté de faire aussi en racontant toute l'histoire du rapport entre modèle et nudité et vérité. Modèle, nudité, vérité. Et du coup, je trouve que la force, d'où le plaisir de cette image et du colloque lui-même, c'est de voir ce que ça dérègle. Moi, j'appelle ça le dérèglement des représentations. Il n'y a pas de dérèglement des représentations en politique. Il y a éventuellement un occasionnel rapport de force, qui est que la constitutionnalisation a été rendue possible, bien que moi j'ai peur du mot liberté, même si un ami juriste m'a dit t'en fais pas le temps que ça passe par tel. Parce que sinon, quelqu'un arrive et dit ah bah si ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, bah, l'avortement c'est pendant les 2 premières semaines, quoi. C'est-à-dire quand on sait même pas qu'on est enceinte, quoi. Tandis que voilà, c'est risqué. Le mot liberté est un mot risqué. On est quelques-uns à le dire, hein, pas beaucoup, mais donc moi j'étais voilà. Après, je pense que l'effet géopolitique est génial. Donc je prends pour l'effet géopolitique. C'est-à-dire tous les pays qui peuvent dire, bah, puisque je pense à l'Argentine, là, elles ont eu le droit d'avortement il y a 4 ans et déjà on veut leur enlever, à peine elles ont eu le temps de s'en servir. Enfin bon, voilà, donc ça c'est un geste géopolitique, voilà, voulu comme tel d'ailleurs par notre gouvernant. Mais voilà, tout ça. Donc moi j'aime bien voir là où ça peut. Et je pense que c'est en art que ça bougera le plus en termes de déplacement de la représentation de la domination. D'où je suis de l'autre côté du titre, violence faites aux femmes. Moi, je mettrais dérèglement grâce aux femmes. Si je peux pas me permettre. Il y avait d'autres questions, je pense, là à la fin? Non?
Plus fort. C'est allumé, ça? Vous m'entendez là? Et il existe déjà une étude qui compare d'un point de vue légal les conséquences du consentement, mais j'ai oublié dans quel pays. Je pourrais vous chercher les titres après. C'est publié chez Nada, édition Nada. Et je pense qu'il compare le Canada et la France peut-être. Ça doit j'ai un peu oublié ce que je l'avais lu quand on avait fait la journée d'études à Gasteiz, il y a quelques années, sur le consentement justement. Et après aussi, pour revenir un peu, évidemment que toutes les lois contre la violence faite aux femmes en Espagne, c'est plutôt le côté progressiste. Mais je viens de penser à l'affaire Nevenka quand même, c'était justement la question que je voulais aborder, mais je n'ai pas eu accès finalement au texte de la dramaturge. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Et Nevenka, qui était une politicienne qui a été harcelée sexuellement et moralement par le maire pour lequel elle travaillait, une mairie des droites. Et ça a été la première femme qui a eu gain de cause en 2000 ou 2001, j'ai oublié. Donc c'était un peu le MeToo avant la lettre, c'est comme ça d'ailleurs que je voulais le présenter un peu. Et je pense aussi que c'est aussi, peu importe qui était au pouvoir, mais quand même que la justice se mette des côtés de cette femme qui en plus était du Partido Popular sous le gouvernement d'Aznar, alors qu'en Espagne, parfois, on sait comment c'est verrouillé aussi le tribunal. C'est quand même symptomatique de quelque chose qui était déjà en train de changer dans la société espagnole en 2000-2001, au tournant du siècle. Moi, j'abonde dans ce sens, mais moi, ce que j'ai essayé de dire, évidemment trop rapidement, c'est que c'est tout un processus. Quand je dis le contrat sexuel émerge et rentre dans la lumière, parce qu'en fait, pendant 2 siècles, on s'est battu pour la raison des femmes. Je vais être très cartésienne tout d'un coup. On s'est battu pour la raison des femmes, pour avoir effectivement l'accès à l'éducation, notamment le savoir, qui est un levier très important pour l'émancipation. Mais on s'est battu donc pour l'école, pour être représenté comme personne de raison. Et la question du corps, elle n'était pas absente, puisque les droits au divorce, c'est tout le 19e siècle, l'avortement et la contraception déjà aussi. Mais ce qui se passe à partir de ce moment-là, justement, c'est quand on a... Là, je parle de l'exemple français. Quand on arrive en 2000, là, j'ai une expression, je dis le formel ne fait pas le réel. On a obtenu tous les droits. Ça ne veut pas dire qu'ils sont appliqués, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les perfectionner. Mais on a obtenu les droits, donc, civils, comme je disais tout à l'heure, 2 siècles, civiques, 20e siècle, et puis depuis 1970, les droits dans la famille, égalité de parentalité, etc., etc. Et donc après, tous les espaces avaient été conquis par une représentation de 2 personnes à rationalité équivalente, de raison. Alors il y avait bien sûr des tentatives de s'occuper du corps, mais c'était juste des choses limitées, si ce n'est pas sans importance, mais comme justement divorce, avortement, contraception, etc. Et du coup, ce qui arrive, que je trouve génial, au XXIe siècle, c'est que on sait qu'il faut perfectionner les lois. Alors, je passe, mais moi, j'ai eu une polémique à ce moment-là parce que les féministes se sont toutes mises à dire qu'il faut lutter contre les images. Évidemment, on avait obtenu les lois. D'accord, elles n'étaient pas parfaites, d'accord, il fallait les... Mais ça, on allait faire le job. Mais pour continuer la lutte féministe, du coup, il fallait attaquer les images, donc les stéréotypes, lutte contre les stéréotypes. Ça m'a profondément agacée. C'est pour ça que les excès du genre traitent de ça aussi. C'est-à-dire que j'ai trouvé que je ne comprenais pas que cette lutte contre les images c'était juste un accusé-réception du fait qu'elle ne savait pas quoi faire une fois qu'on a obtenu toutes les lois. Et émergeait pendant ce temps-là ce qui vient d'arriver avec MeToo. C'est-à-dire que c'est le corps collectif et non pas l'addition des corps individuels, comme dans le divorce et dans la contraception. C'est un corps collectif qui est mis sur la table. Et c'est là où ça rejoint ce qui se passait depuis 3 siècles. Ah oui, on n'en parlait pas, on faisait semblant, voilà. Et là, les femmes disent, ben non, désolé, non seulement je suis propriétaire de mon corps, mais j'ai pas envie d'être possédée. Et ça fait que ça m'étonne pas. Ça a commencé vraiment dans les années 2000, justement. Et même un peu avant, parce que cela m'a fait penser à un autre cas dans les années 90 d'une femme qui est allée à la télévision espagnole pour dénoncer qu'elle se faisait battre par son mari. Oui, et 2 ou 3 semaines après, mais ça a vraiment montré, je pense qu'à partir de là, ça a créé un corps collectif dans la société espagnole grâce à la médiatisation de cette femme qui a été tuée 2 ou 3 semaines après. Pour que ces femmes puissent le faire, si on prend MeToo, ça ce cas évidemment je ne le connais pas, mais pour qu'on puisse le faire, c'est très clair, ce sont des femmes, les comédiennes, les artistes qui ont pris la parole. Je ne dis pas libération de la parole, je ne sais pas si vous dites ça ici, mais ça me rend malade. On se demande qui a libéré la parole des femmes quand on dit libération de la parole. Moi, je veux des prises de parole. Ces femmes qui ont pris la parole sont des femmes qui avaient une autonomie économique et sociale.
Donc, et c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'avec tous ces droits obtenus pendant 2 siècles, des femmes sont arrivées à avoir une autonomie économique et sociale. Ça a été le cas de ma génération aussi, grâce en plus pour moi à la fonction publique. Sinon, j'aurais pas pu écrire sur le féminisme pendant 50 ans. Je m'aurais mis à la porte. Mais donc, ça veut dire que c'est grâce à ces possibilités donc, de non-vulnérabilité, puisqu'on voit bien que sur MeToo, la vulnérabilité des jeunes artistes dans le cinéma, c'est évident qu'elles sont en vulnérabilité totale. Et donc, il a fallu atteindre un moment d'autonomie sociale important pour pouvoir prendre la parole et dire ça suffit. Et c'est pour ça que ça devient un corps collectif. C'est pour ça que le corps arrive après la raison. Et c'est pour ça que j'accorde tellement d'importance à cette rupture historique, quoi. Donc, qu'il y ait des signes avant-coureurs, oui. Mais moi, je me souviens très bien, dans les années 70, quand on s'est quand même battu en France pour l'avortement et pour le viol, 2 lois obtenues sous Giscard d'Estaing, de droite, plus la mixité, plus le consentement mutuel qui est revenu dans la loi en 1975. Il était apparu seulement pendant la Révolution française, non pas le droit au divorce, mais l'argument du consentement mutuel. Il revient en 75. Et les mobilisations que les femmes nous avions, ou d'autres, ça restait du 1 + 1 + 1. Alors ça pouvait faire collectif au niveau de la mobilisation politique, mais ce n'était pas une représentation de la société comme ce que j'appelle le corps collectif. Voilà, donc j'abonde dans ce sens. Il y a bien eu pourtant le procès de l'avortement avec Gisèle Halimi. Et la première proposition de loi, c'était une loi du Parti socialiste. Non, mais je vais aggraver la situation, si vous voulez. Vous savez très bien, pour la constitutionnalisation de l'avortement, c'est venu de la gauche l'année dernière. Oui, je sais. Donc, je sais bien ça, NUPES, non, mais quand je dis oui, en même temps, quand je dis quand un gouvernant, ce qui est frappant quand même pour moi, la gauche fera des choses avec Mitterrand, hein, parce que Yvette Roudy sera très active, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est drôle, c'est que on se rend compte qu'en une petite dizaine d'années, mais c'était juste la modernisation de la société. Donc on fait école mixte, consentement mutuel, ça c'est 75. Évidemment la loi Veil, mais c'est pas seulement la mobilisation aussi et la proposition de loi de Gisèle Halimi, c'était toutes les militantes féministes. Ouais. C'est-à-dire il y a eu un gros 71, collectif. La plus grande manifestation, et c'est ma première manif, c'est novembre 71. Voilà. Qui est immense manifestation pour l'avortement. Mais le viol, pareil, si vous voulez. Donc c'était intéressant. Je trouve que j'aime bien les paradoxes. Et je trouve ça intéressant quand même que c'est le moderniste de ce président qui a permis ça aussi. Voilà, c'est compliqué. Je crois que c'est aussi une stratégie politique. Mais la même chose que pour Macron. La même chose que pour Macron, mais on est d'accord. Sauf que lui, il en a fait 3 et que c'était... Mais ce que je voulais rappeler, c'est surtout que c'est du 1 + 1 + 1. Quand il y a mobilisation, c'est une mobilisation collective, voilà. Mais le corps n'est pas collectif. C'est encore la demande d'un droit d'individu. Et c'est très bien, on n'est pas contre. Mais ce que je vois en 21e siècle, je pense que c'est d'autres choses dont il s'agit. De plus révolutionnaire, d'une certaine façon. Très difficile, c'est pour ça qu'il y a de la résistance. Moi, mais jamais. Mais une des choses amusantes que je raconte aussi, c'est de regarder l'historique des plaintes pour diffamation des hommes de ces 7 dernières années. Ils commencent par déposer des plaintes pour diffamation, puis il y en a qui les retirent. Nicolas Hulot, il a retiré sa plainte pour diffamation. La veille de Noël, comment personne ne le verrait. C'est Mediapart qui avait remarqué ça. Donc, il y en a ils ont commencé par dire « j'ai été diffamé », puis après, ils ont compris, si Poivre d'Arfort veut un procès pour diffamation, ça permet aux événements qui étaient prescrits, on va convoquer les filles qui, par ailleurs, n'auraient pas été convoquées parce que c'était prescrit. Donc, ils peuvent se rendre compte que finalement, il ne faut peut-être pas faire le procès en diffamation parce que ça va faire venir les filles qui devraient normalement pas témoigner. Donc, qui se passe autour de la diffamation est super intéressant. Voilà, donc là, c'est ça qui bouge, c'est-à-dire, voilà, c'est comme Patrice Pelloux qui dit, c'était des gauloiseries. Non, il faut qu'il réfléchisse 2 minutes, quoi, et qu'il regarde les femmes autour de lui, et il ne va pas pouvoir dire ça comme ça. Donc ça, c'est intéressant, c'est l'histoire en train de changer ses repères, hein.
Ah, ça, c'est... Enfin bon, il y a beaucoup de travail à faire. Hein. C'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail fait qui a fait changer la société. Ça, c'est, je pense que c'est. On est d'accord. Bonjour. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au cas qu'il y a eu de Nevenka. Il y a eu toute une... comment dire ça s'est passé dans une petite ville de Castilla et Léon. Et c'était le pouvoir qui pensait avoir le droit sur le corps d'une jeune femme. Une jeune femme qui était très jolie, c'est vrai, jeune. Et au début, je pense qu'il y a eu une affaire, qu'il y a eu une liaison. Mais cette jeune femme a décidé de dire non. Et à partir du moment où elle a dit non, c'est là que le maire, qui était maire à ce moment-là, il s'est senti agressé dans son amour-propre et il y a eu toute une révolution. Mais moi, ce qui m'a choquée à cette époque-là, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient du côté du maire et qui critiquaient la jeune fille parce qu'elle était jeune, elle était jolie, elle était consentante, disait-on à l'époque, elle était consentante. Mais bon, elle a pu être consentante à un moment donné. Et à un moment donné, elle a dit « Stop, je ne veux plus continuer avec cette affaire-là ». Et elle n'a pas eu l'appui de la société, à tel point que cette jeune femme a dû quitter la ville, a dû quitter le pays et s'est installée en Irlande. Elle n'est pas revenue. Ça s'est passé il y a 20 ans. 20 ans plus tard, l'année dernière, il y a eu un documentaire qui a été fait à la télévision sur cette jeune femme. Vous ne pouvez pas imaginer dans la ville où ça s'est produit la révolution que ça a provoqué. On était encore contre cette jeune femme qui a dû refaire sa vie ailleurs. Très significatif aussi, il y a eu, on a fait un mural, une peinture dans la ville pour lui rendre honneur. Ça a été aussi considéré comme un affront. Et moi, ça m'étonne. 20 ans plus tard, comment encore les gens n'ont pas changé leur mentalité. Mais même les femmes, c'est ça qui m'étonne. Mais regardez. Et même 20 ans plus tard, on est du côté du maire plus que du côté de cette jeune fille qui a su dire non, qui n'a pas donné son accord, qui n'a pas consenti en fait. Et moi, je ne comprends pas. Je dis, mais comment 20 ans plus tard, encore, dans cette ville, moi je suis de cette ville, ça crée cette confusion non, ce non-compréhension. On ne comprend pas encore que cette jeune fille ait pu dire non. Je ne comprends pas. Ben, vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui avec l'histoire de... Il faut arrêter. L'histoire de plusieurs choses rapidement. J'entends quelquefois parfois des femmes autour de moi dire « Oh, ça n'a pas vraiment changé dans 5 ans, 7 ans, depuis MeToo ». Je leur dis « Mais attends, on parle en termes de siècles, on parle en termes de millénaires. Hein. » Donc, moi qui traverse 3 siècles déjà, c'est... Voilà, qui voit sans cesse... C'est-à-dire que... Donc ça serait ma première réponse. Ma deuxième réponse, ça serait que les dominés peuvent être du côté des dominants. Regardez cette magnifique tribune de dingue qu'on a eue en janvier 2018 sur la liberté d'importuner. Alors, est-ce qu'elle ferait encore, Catherine Millet, Catherine Deneuve et compagnie, cette tribune sur la liberté d'importuner? Ça fait rigoler maintenant quand, dans les débats comme ça. Ah, vous vous souvenez pas de la tribune? Alors que sur le moment, il y avait... Voilà. Donc, ou quand Depardieu, un certain nombre de femmes se sont portées au secours de Depardieu, dont il est de... c'est des choses qui sont notoires. C'est comme quand le Poivre d'Arvor faisait monter tous les soirs voilà, des trucs. On découvre des trucs de fou. Gérard Miller, le psychanalyste, dont on découvre... Il y a 60 plaintes en ce moment maintenant. Ce psychanalyste qui était pour MeToo, qui était tout ça. Mais il les hypnotisait. Il y a 60 plaintes en un mois. Enfin, donc, tout ça pour dire que la puissance que représente ce renversement, de dire non, parce que c'est cette histoire-là, qu'il y ait
le consentement des dominés, ça existe. Hein. Ça a été très bien discuté dans les années 50. Moi, Albert Memmi, Frantz Fanon, etc., au moment de la fin du colonialisme, enfin, des luttes pour l'indépendance, que ce soit en Asie, en Algérie, etc., donc les consentements des dominés, c'est un vrai sujet. Maurice Godelier, c'est de ça dont il parlait aussi, et dans l'article avec Nicole Coude-Mathieu. Donc, c'est tout ça pour dire que moi, je ne suis pas étonnée que ça prenne du temps. Voilà. Pas étonnée parce que on touche à quand même... Quand on parle de contrat sexuel sous le contrat social, on touche quand même à la structure. Et c'est là où je fais de l'historicité et pas de la morale ou de la sociologie, parce qu'on touche à la structure. Donc, moi, je suis plutôt à l'affût de voir comment qu'est-ce qui bouge un petit peu dans la structure. Et c'est vrai que non, la résistance, elle est évidente. Mais il vient de m'arriver une mésaventure. Le Journal du Monde vient de faire une double page sur le masculinisme. La fille m'a appelé et tout. Et puis j'avais employé le mot les hommes font de la résistance. Et l'édition a dit résistance, c'est un terme qui est quand même lié à la résistance positive de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez employer ce mot-là? C'était la semaine dernière. Bon, je n'ai pas été vérifié maintenant que c'est publié, j'ose pas. Mais j'ai répondu, parce que le mot résistance m'allait très bien. Parce que si on parle domination comme ça, on est... Tandis que le mot résistance, on est dans la dialectique, quoi. Donc là, vous racontez une mauvaise dialectique, enfin une dialectique qui stagne. Mais on est dans la dialectique, puisqu'il y a eu cette fresque. Donc moi je vois de la dialectique, mais la partie n'est pas gagnée. Voilà. Moi, mais je vous assure, quand je vous cite Gérard Miller, c'était le pro-MeToo dans toutes les rédactions, quoi. Frère de Jacques-Alain Miller, gendre de Lacan, enfin, du beau monde, du beau monde culturel. Et on découvre qu'il hypnotisait les jeunes femmes chez lui, dans son hôtel particulier à Boulogne, ou je sais pas où. Et là, maintenant, je crois qu'on est à 60 plaintes. Ça a débarqué il y a 3 semaines, hein, un mois, même pas. Tu as dû voir passer ça. Donc là, comment on a affaire quand même à des filous, quoi. Mais qui savent pas qu'ils sont des filous. Enfin, qui pensent qu'ils savent pas. Enfin, je sais pas comment. Mais moi, je préfère la lucidité des philosophes, ceux que je cite, qui disent ah ben non, là, ça me gêne. Ah oui, mais c'est toujours intéressant. C'est jamais du sexisme pour le sexisme. C'est toujours. Mais là, la liberté d'importuner, il est sûr que c'est aussi. Moi, je pense qu'il y a eu un pouvoir culturel s'est créé autour de la Mitterrandie, qui a permis à la gauche d'avoir le pouvoir culturel, ce qui n'était pas le cas avant, et ce n'est pas le cas. Et donc, ils sont là, cette génération est accrochée à eux, ils savent ce que c'est que les bonnes mœurs, ils savent tout ça. Et donc, il ne faut pas que ça bouge. Voilà, il faut s'arrêter. Hein. Moi, je vais juste... On aura après le temps d'en discuter pendant les pauses, ne vous inquiétez pas. Je me permets juste, si tu peux le faire en 30 secondes, pas plus, une question que je... Sur mon livre. Oui, parce que c'est vraiment très intéressant. La relation qu'il y aurait entre les corps et la technologie. Pour rebondir sur le sujet de l'art, hein, qu'est-ce qu'un peu ce qu'on nous rejoindre aujourd'hui comme occupation de l'espace public, où tu cites, si je ne me trompe pas, basculer la hiérarchie patriarcale en termes de liberté. Donc les corps, le nu féminin et la technologie dans ce mouvement de l'art. Alors, nu et technologie, c'est pas nécessairement, si tu veux, si tu prends Claude Cahun, comment tu essayes de modifier sa représentation, c'est-à-dire que l'utilisation du corps, elle ne va pas se faire seulement comme Valadon l'a fait en représentation d'un nu, même si c'est transgressif, puisqu'elle s'empare de ce que les hommes faisaient, et différemment. Moi, ce que je regardais quand j'ai vu toute l'exposition et que c'est magnifique, c'était les visages de ces corps nus. J'avais envie d'interpréter comment elle avait peint les visages des corps nus. Ça, c'est pour une autre fois. Sur la technologie, moi, si tu veux, je peux prendre, si je prends Cindy Sherman, qui fait que des avatars indifférents de son corps, mais sans cesse pour... on pourrait aller de loin, elle n'est pas la première, il y a eu, comment elle s'appelle, Martha Wilson, avant, qui est venue en France, qui a fait
On a travaillé ensemble là-dessus. Oui, et si tu prends Orlan qui transforme son corps. Donc, est-ce que la technologie s'est transformé son corps, comme par exemple Orlan l'a fait, et continue à le faire? Elle a quand même modifié son corps, tout en offrant aussi son corps à une nudité simple. Hein. C'est le baiser de l'artiste qu'elle a fait dans les années 60. Donc, tu vois, moi, je le verrais plutôt comme... pas seulement... C'est comment tu utilises la nudité avec à plus autre chose. Et que c'est comme ça qu'évolue... qu'évolue la présence en sujet. Puis surtout ce que j'appelle le dérèglement des représentations. Hein, c'est pas pour rien que Picasso ou Jean Hélion sont obligés de montrer que les muses, elles se révoltent. C'est bien parce que, tu vois, ça va avec. Après, ce que les muses, enfin les ex-muses font, c'est très particulier. Mais sur la question de la technologie, moi, je verrais aussi autre chose, qui est à la fois la photo et le cinéma. Tu vois, je parlais de Lee Miller tout à l'heure. Je veux dire, comment ils ont utilisé la technologie quand la technologie n'était pas le pouvoir. Beaucoup de femmes photographes au 19e avant que les hommes prennent le pouvoir. Des femmes ont fait des tas de trucs dans les années 30. Je pense à Ida Lupino, après, elle va réussir à faire des films, mais elles ont été après ramenées à leur position de modèle. Et moi, je pense que la domination masculine a réussi à retrouver des modèles, alors que tant que ce n'était pas du pouvoir, les femmes artistes fonçaient. La première cinéaste en France, c'est Alice Guy. Le premier cinéaste, c'est une femme, Alice Guy, soyons précis. Donc il y a un prix maintenant qu'on distribue chaque année à un film. Et Alice Guy, il faut lire son autobiographie, elle ne doit pas être traduite, mais elle a été rééditée là encore en France, c'est absolument incroyable. Et voir quelques-uns de ses films, c'est de 1900, c'est génial. Bref, merci beaucoup. Merci beaucoup Geneviève, vraiment.